Je me présente rapidement, je suis Cyril Catala, expert .NET chez SOAT. J'ai plutôt une spécialité à l'origine qui est Windows Phone et Windows 8. J'ai quelques applications personnelles sur le store. Je suis MVP Client Dev et j'ai un petit Twitter et un blog si vous souhaitez me suivre. Je vous présente SOAT en bref, alors c'est illisible, mais je vais le faire rapidement. SOAT, grosso modo, c'est un pôle majeur historique qui porte sur l'IT. Donc c'est de la régie, c'est des consultants qu'on envoie en régie chez nos clients, chez vous probablement. On a un pôle plutôt orienté agilité. Donc là, on va faire de l'accompagnement, des audits autour de l'agilité, que ce soit du Scrum, Kanban, etc. Tout ce qui est en vogue. Et enfin, un dernier pôle qui est l'expertise, où là, on va dire, deux segmentations, pareil, qui sont plutôt historiques, qui sont autour de Java et .NET. Donc tout ça, agile, expert, sont sous la houlette du département expertise et innovation. Donc aujourd'hui, je suis responsable du pôle Microsoft. Et le pôle Microsoft, qu'est-ce que c'est, grosso modo? On fait de la veille technologique, de l'accompagnement technique chez nos clients, des formations autour de toutes les technologies .NET, des audits chez les clients, réalisation de POC, des forfaits Windows 8, Windows Phone, essentiellement, et également Xamarin. Xamarin, parlons-en. Donc, à l'agenda, c'est assez touffu. Je vais peut-être accélérer par moment. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des petits points que vous n'arrivez pas à comprendre, sur lesquels vous voulez des détails. Je veux bien que ce soit interactif, donc on va juste éviter d'interrompre systématiquement, mais si vous avez des questions sur le moment, n'hésitez pas. En général, donc on va voir les enjeux de la mobilité, on va faire un tour d'horizon avec les solutions multiplateformes du marché aujourd'hui. On va faire une petite introduction à Xamarin, voir comment ça marche. On va parler aussi très rapidement de design et expérience utilisateur, comment on va partager du code multiplateforme, et enfin on va voir un framework qui est, à mon avis en tout cas, essentiel avec Xamarin, c'est MVVM Cross. Alors, on y va, les enjeux de la mobilité. Donc aujourd'hui, vous le savez probablement, la vente de smartphones explose, largement dépassé le PC depuis quelques années. Les tablettes, est en train de dépasser aussi à l'heure actuelle les ventes de PC. Donc on voyait déjà la tendance en fait en 2012 avec l'explosion des smartphones. Aujourd'hui, si on distingue les mobinautes des internautes, donc tous ceux qui consomment du contenu web, soit sur mobile, donc sur tablette ou smartphone, par rapport aux internautes qui consomment du web depuis leur PC en fait ou Mac, donc en poste fixe, on voit bien que la tendance est au mobinote. C'est le schéma de droite. Donc vraiment aujourd'hui c'est l'explosion du mobile. Chaque utilisateur a Internet dans sa poche et veut y accéder de n'importe où. On voit un petit focus aussi sur la France, vente de smartphones, pareil, qui continue à partir vers les étoiles, et vente de tablettes, pareil, qui suit à peu près la même progression, en tout cas en termes de pourcentage. Donc on a vraiment cette progression qui se fait, pour l'instant en tout cas, un petit peu au détriment des PC. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une fragmentation. On a cette historique de PC, Mac, avec un écran relativement classique en mode paysage. Ensuite, on change de format. Donc là, on était clavier souris essentiellement. On change de format pour une tablette, donc plutôt paysage, plutôt portrait, ça va dépendre. On est en tactile avec les 2 pouces, on tient une tablette avec les 2 mains. Et enfin, on finit avec un smartphone qui est aussi un tout petit device qui peut avoir 1001 résolutions, 1001 taille d'écran. Ça va dépendre des OS sur lesquels on se trouve. Donc il va falloir adapter le contenu qu'on va afficher à l'utilisateur, qu'on parle de web ou d'application. Donc là déjà on voit qu'il y a quelque chose à faire. En termes de fragmentation, on a 3 grands acteurs aujourd'hui. Le podium en tout cas est plutôt bien dessiné. À mon avis ça va durer encore quelques temps. Aujourd'hui c'est Android, Windows et iOS. Donc pareil, il faut un petit peu jongler entre ces 3 OS dès qu'on veut servir des applications. Il faut pouvoir développer sur ces 3 plateformes essentiellement. La fragmentation, elle est à la fois en termes de kit de développement, mais aussi en termes d'expérience utilisateur. Là, on voit très bien à gauche avec entre Windows, Android et iOS, on a une expérience, un feeling, un look and feel, bonjour, qui est vraiment différente. On va dire les paradigmes sont parfois différents, mais les concepts restent quand même assez similaires. Donc c'est là où on va voir qu'on pourra faire des ponts. Donc la question, c'est comment on va adresser le développement pour viser toutes ces plateformes et essayer de mutualiser un maximum de code. Donc il y a différentes solutions multiplateformes. Avant ça, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on recherche. On part à la recherche du bonheur avec une petite to-do list qu'on va essayer de cocher ensemble. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est une solution évidemment qui supporte le multiplateforme. Donc on va développer une fois et on va essayer de dupliquer au maximum sur les autres plateformes. C'est aussi une tendance bring your own device en entreprise, où chaque salarié finalement vient avec son téléphone, qu'il soit iOS, Android ou Windows Phone ou BlackBerry, peu importe. Et c'est l'entreprise qui s'adapte à son téléphone, qui va lui fournir les applications pour son téléphone, pour son OS. Donc on veut une expérience riche et native, donc qui tire parti de toutes les possibilités du téléphone ou de la tablette. On veut de bonnes performances. En général, les utilisateurs sont assez vigilants.
time to market rapide, on veut pouvoir développer rapidement et atteindre le marché le plus rapidement possible, évidemment pour rentrer dans nos coûts. On veut un code qui soit facilement maintenable. En cas de correction de bug, on ne va pas avoir à faire 3 développements distincts. Flexible aux évolutions, évidemment. Une application, ça vit, donc on va avoir des évolutions, des mises à jour. Donc pareil, on va essayer de factoriser tout ça. Et évidemment, voilà, le coût qui rentre en ligne de mire dans toutes ces solutions. Donc ça, c'est les critères qu'on essaie de se fixer à peu près quand on fait une étude, en tout cas, qu'on essaie de réfléchir à la solution la plus adéquate. On a 2 extrêmes. À ma gauche, enfin à votre gauche, le web mobile. Donc ça, c'est classique. On est dans le navigateur, dans le browser Internet, que ce soit sur smartphone ou sur tablette, voire PC, et on fournit du contenu à l'utilisateur. On a ce qu'on appelle des wrappers natifs. Donc ça revient à embarquer un petit site web directement dans une application native. Concrètement, vous développez votre site web sous forme souvent de single page application pour mimer justement une application native, sauf que c'est du HTML, CSS, JavaScript, tout ce qu'il y a de plus classique que vous pouvez utiliser d'une plateforme à une autre. L'autre façon de faire, c'est ce qu'on appelle interpréter. On appelle aussi web to native. C'est souvent du JavaScript qui va générer directement du natif avec des composants un petit peu plus riches. Cross-compilation, cette fois-ci, on est dans un mode où on va développer dans le langage et on va le compiler en natif vers la plateforme cible. Donc on verra que c'est notamment le cas de Xamarin. Et enfin, on a un natif, cette fois-ci est spécifique OS. Là, on va développer directement en natif. Alors évidemment, c'est mon animation qui a raté. Non, alors, en fait il y a une flèche en plein milieu, on ne la voit pas. Juste pour montrer, en fait, on a vraiment les 2 extrêmes. À votre gauche, encore une fois, on a quelque chose de très portable. C'est un standard, c'est ce qu'il y a de plus portable, le web, aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. Les mises à jour sont simplifiées, parce qu'on est sur notre serveur, on maîtrise le serveur, on n'a pas à déployer sur un store particulier. Donc évidemment, le web mobile, c'est ce qu'il y a de plus simple pour les déploiements, pour les mises à jour. Et en fait, plus on va vers le natif, plus on tend vers le natif, plus les critères s'amoindrissent au bénéfice d'autres et au détriment d'autres. Typiquement, sur du natif, on a des fonctionnalités riches, on va tirer parti de tout ce qui est possible de faire sur un téléphone. On a les performances et l'expérience utilisateur, le look and feel, le design, l'expérience globale, on va dire, qui est propre à l'OS, donc là-dessus on est bon. Par contre, les coûts sont plus élevés, on reviendra dessus un petit peu après. Et surtout, c'est plus complexe, parce que potentiellement, on a un N OS à supporter, N OS sur lesquels on va développer une application à chaque fois. Donc aujourd'hui, je disais, 3 acteurs principaux. Alors les chiffres ne sont pas forcément exacts, c'est vraiment pour avoir un ordre d'idée. Sur Android, on essaie en général de supporter à minima 5 versions d'OS à peu près. On a 8 fabricants sur le marché, 20 langages, 27 tailles d'écran. Sachant que le design n'est pas vectoriel, donc pour s'adapter, on va dire, à tous ces formats d'écran, c'est pas toujours évident. Il y a quand même quelques contraintes. iOS, c'est un peu plus simple. On a 3 versions d'OS, on a 8 devices si on compte tous les iPads. Après, en termes de ratio d'écran, on est plutôt pas mal. On a 20 langues à supporter, peu importe. Windows, on a 2 versions d'OS, Windows 8, Windows Phone, 17 devices et quelques, sûrement plus, et une vingtaine de langages aussi. Donc c'est juste pour montrer à peu près qu'en termes de développement, il y a quand même du boulot. Si on veut, encore une fois, targeter tous les langages, toutes les plateformes, tous les fabricants, tous les formats d'écran. Donc par rapport à toutes les approches que je vous ai présentées, voilà un petit résumé. Alors, il y a juste une petite colonne un peu décalée. Grosso modo, je vous disais, mobile browser. Donc là, c'est un site web, tout ce qui est plus classique, on a HTML. Distribution, on ne passe pas par le store, on passe directement par le web. Donc là, on distribue des pages web et c'est acteur connu. En l'occurrence, ça va être nos navigateurs sur PC et Mac ou Linux. WebWrapper, donc cette fois-ci, c'est un site web qui est embarqué dans l'application. Donc là, on va bien délivrer une application sur le store de l'OS. Ce qu'on appelle des applications hybrides, souvent. Là, c'est vraiment un package hybride. Le plus connu là-dedans, c'est PhoneGap, qui fait le pont entre le JavaScript et la communication avec l'OS. Alors attention, PhoneGap, c'est uniquement ça. Il n'y a pas du tout d'architecture ou quoi que ce soit. C'est juste une API qui permet d'accéder aux fonctionnalités du téléphone. Type caméra, type liste de contacts, etc. Web2 Native, le plus connu, c'est Titanium. Comme je vous disais, on développe en JavaScript. Et derrière, ça va nous compiler une application en natif. On a les API JavaScript native, pour faire un petit peu le parallèle. Aujourd'hui, il n'y a que 2 plateformes qui supportent le JavaScript en natif. En natif, j'entends que c'est l'OS qui compile, entre guillemets, le JavaScript et qui permet d'accéder directement aux fonctionnalités de l'OS, qui supporte en tout cas le JavaScript comme langage premier de développement. On a BlackBerry Windows. Et enfin, cross-compilation. Donc on développe en C#, on va pouvoir compiler en natif sur la plateforme qu'on vise. Ça, c'est le cas de Xamarin. Alors,
pour avoir une vision ensemble. Alors, c'est un petit peu subjectif. On avait mené une étude en novembre dernier, justement sur toutes ces solutions à SOAT. Il en ressortait grosso modo ce tableau avec les forces et faiblesses. Donc en rouge, vous devinez que c'est les faiblesses. Et en vert, on ne voit pas trop par rapport aux jaunes, mais on voit à peu près la différence. On voit plutôt les forces. Donc grosso modo, hein, tout ce qui est browser, ça va être une expérience plutôt dégradée. Évidemment, ça va être la solution la moins chère, par contre. Quand on pourra dupliquer l'interface graphique et le code d'une plateforme à une autre. WebWrapper, c'est un petit peu un cran au-dessus, en tout cas en termes de possibilités, puisqu'on voit qu'on a l'offline et toutes les possibilités, fonctionnalités du téléphone qui s'ouvrent un peu plus à nous. Web2 Native, c'est encore un cran au-dessus. Cross-compilation, on commence à arriver à un niveau de qualité qui est bien au-dessus. Et natif, évidemment, là, en termes de maintenabilité de coût, on explose. Par contre, on est au plus près de l'utilisateur, au plus près de ce qu'on veut avoir en termes de qualité, en tout cas, quand c'est ce qu'on recherche. Les utilisateurs sont exigeants. Je pense que vous êtes tous utilisateurs ici. Je pense que vous êtes tous aussi exigeants que moi. Vous avez une application sous les mains. Vous avez envie que ce soit fluide. D'accord, performance. Look and feel. Respectez vraiment la charte graphique du téléphone. Entre iOS, Android et Windows Phone, il y a des différences qui sont assez notables. Quand vous avez une application, un HTML qui est exactement la même d'une plateforme à une autre, ça se voit et ça se sent. Ça, c'est pas quelque chose que l'utilisateur a envie forcément d'obtenir. L'expérience utilisateur, pareil, hein, ça rejoint un petit peu le look and feel, ça rejoint les possibilités de l'application et toutes ces fonctionnalités qui vont coller vraiment à ce qui est possible de faire sur le device. Donc ça, c'était la petite introduction globale sur le marché des solutions multiplateformes. Il y en a énormément. Je ne vais pas vous mentir, Xamarin, c'est une solution parmi tant d'autres. Ça va très bien s'adapter à certains cas, ça ne va pas forcément s'adapter à d'autres. Encore une fois, c'est une question de coût, de moyens et d'investissement en quelque sorte par rapport à des solutions type PhoneGap avec du web embarqué qui est à moindre coût et qui n'est pas forcément par contre efficace en fonctionnalité et en performance. Donc je vais vous introduire Xamarin. Xamarin, c'est quoi? Avant Xamarin, en tout cas, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'approche en silo. L'approche en silo, c'est développement en natif. Donc on commence à développer dans le coin la version Android avec Java Eclipse. À côté, on va développer iOS, la version iOS avec l'Objective-C et Xcode. Et encore à côté, Windows avec C# Visual Studio. Donc c'est trois équipes distinctes avec trois compétences bien distinctes. Alors ça n'existe pas, les compétences multiples, en tout cas je n'en connais pas beaucoup, des personnes qui font de l'Objective-C, du Java et du C#, c'est assez rare. Donc on va dire qu'on va avoir trois équipes, trois compétences, trois personnes distinctes. L'autre approche, c'est l'approche web, j'en parlais tout à l'heure, c'est un code pour tous les gouverner. Concrètement, CSS, HTML, ActionScript, ActionScript c'est un exemple parmi tant d'autres. Et derrière, on a des applications avec des fonctionnalités certes intéressantes, typiquement avec du PhoneGap, on peut faire le pont avec l'OS, on peut accéder au contact, à la caméra, etc. Par contre, c'est souvent le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire que si vous voulez tirer parti des spécificités propres à un OS en particulier ou rentrer un peu plus dans le détail, ce ne sera pas forcément possible avec du PhoneGap. En tout cas avec l'approche web hybride. Ça c'est important. Donc ça en général, j'ignote, mais ça va dépendre des cas. Ça va moduler. En tout cas, dans l'approche qu'on s'est fixée au tout début, accéder à toutes les fonctionnalités, avoir de la qualité et des performances, cette approche-là n'est pas convenable. L'approche Xamarin, c'est C# partout. Grosso modo, vous remplacez Objective-C par C#, vous remplacez Java par C#. Sous Windows, évidemment, c'est du natif, il n'y a rien à changer. Donc, quand on parle de Xamarin sous Windows, c'est pas exact. Donc, Xamarin, c'est iOS, Android. On parle de Windows en parallèle, évidemment, parce qu'ils partagent le même langage. Donc, le principe, ça va être quoi? Ça va être une base commune en C#. On va essayer de partager un maximum de code. Et au-dessus de tout ça, on a à chaque fois des développements spécifiques pour iOS, Android et Windows, qui se rattachent plus à l'interface graphique, voire les fonctionnalités très spécifiques de chaque OS qu'on veut cibler. 100% des API sont couvertes. Donc quand je vous dis, on remplace Objective-C, on remplace Java par C#, c'est exactement ça. Donc il y a tout plein de wrappers. Donc en Windows, évidemment, on a accès à tout, on a un C#. Sur iOS, on a accès à toutes les API du SDK, comme si vous développiez en Objective-C avec la puissance de C#. Android, pareil. Vous avez en plus les petites librairies .NET classiques. On a du System.io, du System.NET, aussi du Link, on va le voir après. Donc ça, il faut bien le comprendre, c'est un wrapper qui permet d'accéder à toutes ces API natives, comme si on développait en Java. Donc j'ai une phrase pour appuyer un petit peu
enfoncer le clou. Tout ce que vous pouvez faire en Objective-C ou Java peut être fait en C# et Visual Studio avec Xamarin. C'est pas mal. Là, on s'ouvre quand même au monde du natif, quelque part, mais via un langage qu'on connaît déjà, si on est développeur .NET, qu'on va développer en C# sur Android et iOS. Pas mal. Alors, on va voir un petit peu concrètement. Parenthèse d'abord au niveau des performances. Donc on a Xamarin iOS et Xamarin Android. Je reviendrai un petit peu plus en détail dessus plus tard, mais grosso modo, comprenez bien, sur iOS, il y a des contraintes au niveau du kernel qui empêchent de faire de l'exécution dynamique de code. Il ne faut pas avoir de machine virtuelle en fait, qui fait du just-in-time typiquement dans les applications, dans les packages iOS. Donc la solution en fait abordée par l'équipe de Xamarin, c'était de compiler directement en natif, en binaire ARM. Je reviendrai un tout petit peu dessus plus tard. Sur Android, c'est un peu différent. Sur Android, on a deux VM embarquées. Celle de Mono, en gros celle de .NET, vous comprenez bien, et celle d'Android, d'Albic. Pareil, je reviendrai un petit peu plus tard dessus. Vous pouvez vous poser la question aussi, ok, on a des wrappers, on peut taper sur les API natives, certes, mais ça prend du temps quand même, il y a du travail. Il faut faire le pont entre les deux mondes, en C#, tout ça. Xamarin est toujours à jour. Quand vous avez un SDK qui sort, très souvent, si c'est autour d'Android ou autour d'iOS, vous avez le SDK Xamarin qui sort le même jour. Donc Android Wear, typiquement, c'était accès au SDK le même jour que le SDK officiel. Donc je disais, un support le même jour, ça concerne iOS depuis la version 5. Donc le jour de la sortie du SDK officiel stable, vous avez Xamarin stable qui sort en même temps. C'est plutôt pas mal. En fait, ils ont des outils pour générer cette espèce de pont dont je vous parlais qui se fait quasiment automatiquement, donc ça accélère leur développement en tout cas pour faire tous ces wrappers. Donc il y a X pareil, c'était J ou J+1, je ne sais plus exactement, bon, mais peut-être pas un jour près. Android Wear, Google Glass aussi en mode preview. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez développer un C# pour adresser tous ces OS. Tous ces devices. Donc si le développement en .NET, on est en C#, donc on peut réutiliser nos compétences quand on est développeur .NET. Ça c'est plutôt sympa. La petite cerise sur le gâteau, c'est qu'on est en C# 5. .NET 4.5, en partie, on n'a pas toutes les librairies évidemment. En tout cas, on a la puissance de C# avec du Link, du Async Await, du .NET Framework, Garbage Collector. On va avoir quoi? On va avoir les lambda, les generics. Enfin, en gros, toute la puissance du langage, juste le plus puissant aujourd'hui au monde. Aisément. Je prêche ma paroisse. Je parlais de librairies. Il y en a quelques librairies. Bon, SQLite, JSON.NET, SharpZipDib. C'est juste voilà, pour montrer qu'effectivement, on a des libres qui sont accessibles cross-platform en C# pour Xamarin. En termes d'outillage, je vous ai dit, on a Visual Studio. On a deux outils en fait, concrètement. On a Xamarin Studio, qui adresse à la fois PC et Mac, et Visual Studio via un plugin. Alors je parle de 2013, en fait, le support remonte à 2010. Aujourd'hui, le focus est vraiment fait sur 2013. Et vu qu'on est à l'ère des Universal Apps sur Windows, etc., on va dire que c'est mieux intégré. En tout cas, la tendance tend vraiment vers 2013. Et à ma connaissance, la mise à jour du plugin, je crois, ne porte plus sur 2010 de toute façon. 2012, j'ai un doute. Donc Visual Studio, c'est un plugin. On peut compiler pour Android ou iOS. Donc Visual Studio, sur PC, on peut compiler des sources pour targeter de l'iOS. Alors c'est pas magique. Pour ça, alors c'est pas un problème technique, c'est essentiellement un problème de licence. C'est-à-dire que Apple n'autorise pas la compilation de sources qui target en fait leur plateforme sur autre chose qu'un Mac. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un build host, donc un petit serveur distant qui va faire le build pour vous donc sur un Mac. D'où la nécessité en fait d'avoir un Mac connecté sur le réseau pour pouvoir faire cette compilation sur iOS depuis Visual Studio. Alors je vous montrerai tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a juste un petit logiciel à lancer côté Mac. On dit fais-moi le lien, fais-moi le pont avec mon Visual Studio et après tout roule en fait, on compile comme si on était sur un Mac. Ça c'est assez sympa. Et niveau debug, en fait on est sur une expérience relativement classique. On va pouvoir débugger soit sur un émulateur, donc l'émulateur Android sur PC et l'émulateur iOS sur le Mac. Donc on peut lancer en fait depuis Visual Studio un émulateur à distance sur le Mac qui est connecté à notre PC. C'est pas mal. Et on peut évidemment débugger sur un device, sur un téléphone ou une tablette. Donc il y a une intégration à l'interface graphique de Visual Studio avec des petits encarts. Alors, le soleil s'est levé malheureusement. Ça va être un peu moins clair. Enfin un peu plus clair plutôt.
Xamarin Studio à côté, donc ça c'est la solution qui est basée sur MonoDevelop à l'époque. Je vous en parlais tout à l'heure très rapidement. C'est surtout compatible PC et Mac. Vous savez, hein, Visual Studio malheureusement ne tourne pas sous Mac, ça se comprend. Donc on a la solution Xamarin Studio pour développer sous Mac avec Xamarin. Donc c'est un IDE quand même assez riche. C'est pas du Visual Studio, mais voilà, ça fait pas mal de choses. Donc on voit un petit screenshot à droite, on a des breakpoints, on a à peu près le même confort avec un équivalent d'IntelliSense, etc., etc. C'est plutôt pas mal. On a le support de Nugget. Alors petite parenthèse, la version 2.0 de Xamarin Studio sort normalement prochainement parce qu'elle est sur la branche bêta et apporte le support de Nugget directement en natif. Sur la version précédente, il faut juste triturer un petit peu la configuration de Xamarin Studio. Voilà. Retenez juste qu'on a le support de Nugget quand même directement dans l'IDE, donc ça c'est sympa. On a le support de Git et SVN. Là pareil, c'est important, si vous faites un projet Xamarin iOS, TFS c'est uniquement Visual Studio. Du coup, si vous voulez partager vos sources avec un Mac et développer sur Xamarin Studio depuis un Mac, il faudra juste penser à héberger ça sur du Git. Donc à noter que TFS aujourd'hui gère le moteur de versionning qui est Git. Donc sur Visual Studio Online par exemple, vous pouvez très bien cocher l'option de prendre du Git. Donc il faut juste y penser quand on initialise un projet à Xamarin. Et SVN, pareil, est supporté directement dans l'IDE. Alors, autre bonne nouvelle, on a un designer pour Android. Donc, Xamarin a développé un designer pour Android qui est intégré à Visual Studio, qui est intégré à Xamarin Studio. Donc, ça permet de développer des UI natives. Donc, ça, j'insiste. Hein. On développe avec Xamarin en C# pour tout ce qui est accès aux API. Donc, vraiment, ça vous remplacez Objective-C par C#. Par contre, le côté interface graphique, lui, reste natif. C'est à la fois la force et la faiblesse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partager cette interface graphique. Par contre, on est au plus proche en fait, de ce qu'on peut réaliser en natif, au plus proche des performances, au plus proche du look and feel, au plus proche des possibilités. Donc là, du coup, on a quand même un designer qui certes, ne permet pas de partager de lui d'une plateforme à une autre, mais en tout cas, ça permet, en tant que développeur, en tout cas, d'être assez performant. Et dans les fonctionnalités, en plus, il est assez puissant, puisqu'on peut gérer tout ce qui est multi-résolution, on peut faire des modifications linkées en fait, entre plusieurs résolutions qu'on est en train de viser. Donc on a une preview qu'on peut modifier pour avoir le rendu en fonction d'une version d'Android qu'on souhaite. Et pareil pour la taille d'écran. Donc mine de rien, c'est un designer assez costaud. Derrière, l'équipe de Xamarin a très bien bossé. Je vous ferai une petite démo tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y en a d'iOS? Alors, c'est un peu moins bien. Mais c'est quand même très positif. Aujourd'hui, le designer iOS est disponible sur la branche bêta de Xamarin. Donc elle n'est pas sur la branche stable, elle est en branche bêta. C'est uniquement du Xamarin Studio sous Mac. J'insiste, actuellement. Il y a eu une conférence à la Build en avril dernier où Miguel de Icaza, donc le CTO de Xamarin, a fait une session et a montré l'intégration du designer iOS sous Visual Studio. Il n'a pas dit plus, malheureusement. J'ai dit, il y a une petite conférence à la fin de l'année, en octobre, autour de Xamarin, qui s'appelle Xamarin Evolve. Il y a de fortes chances, quand on peut facilement subodorer, qu'on aura une version iOS Designer pour Visual Studio à ce moment-là. Donc, en tout cas, c'est des hypothèses, certes, mais à minima, vous avez sur la branche bêta, qui n'est pas la branche stable, mais qui est quand même assez stable en général, vous avez un petit designer intégré directement dans Xamarin Studio. Sinon, il y a un pont qui existe entre Xcode, qui est l'outil de développement des applications natives pour iOS, et votre Xamarin Studio sous Mac. Donc ça, je ne vais pas forcément vous le montrer plus en détail, mais voilà, il y a quand même un pont, ça se fait très bien. Hein, il y a tout plein de vidéos, tout plein de tutoriels qui expliquent comment faire le pont entre ces deux mondes. On verra si j'ai du temps à la fin, je vous ferai peut-être une petite démonstration là-dessus. Donc encore une fois, on est sur une interface native, donc on va créer des storyboards, on va embrasser les concepts iOS, qu'il va falloir connaître du coup. Et en tout cas pour l'instant, le designer iOS ne supporte que les storyboards. Il y a un autre format qui est l'Xib, qui est un peu plus historique. Maintenant, tout se fait au profit des storyboards. Donc le designer va plutôt dans cette tendance-là. Et si je fais un petit résumé, grosso modo, hein, juste pour s'y retrouver, parce qu'on n'y voit rien. Alors là, en fait, on a sur Mac, juste retenir, on a du Xamarin Studio uniquement. Hein. Et sous Windows, on a bien Visual Studio pour compiler à peu près tous les OS, donc iOS, Android et Windows Phone.
Par contre, il y a des petites notes ici, du coup, qu'on ne voit pas du tout. Donc, il faut bien comprendre, le plugin Visual Studio, pour l'avoir, il faut payer une licence particulière. Je reviendrai sur les prix un peu plus tard. Donc, c'est juste après, en fait. C'est licence business minimum. Je vais le rappeler tout à l'heure. Pour compiler soit iOS, ça se fait par vague. Pour compiler soit iOS, il faut un Mac. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Et Windows Phone, évidemment, on peut développer que sous Visual Studio sur PC. Voilà un résumé. Donc Xamarin Studio, de toute façon, en général, on va plutôt l'utiliser sous Mac. On peut très bien l'utiliser sur PC, il n'y a aucun souci. Si vous ne voulez pas l'utiliser Visual Studio, c'est pas un problème. Donc, juste un petit résumé de ce qu'on vient de voir. Pourquoi utiliser Xamarin aujourd'hui? Donc, comme on l'a dit, sur cette approche qualitative d'applications performantes, donc on développe en C# pour tous les OS. Je suis développeur .NET, je réutilise mes compétences, j'ai un langage puissant entre mes mains, je suis plus efficace, je gagne du temps potentiellement sur ces développements par rapport à quelqu'un qui aurait dû apprendre le langage Objective-C, qui aurait dû apprendre le langage Java. Évidemment, il n'y a pas photo. Et même en fait en correspondance, une personne expérimentée C# par rapport à une personne expérimentée Java, peut-être sera plus productive via Xamarin. On a des performances optimales puisqu'on est au plus proche du natif. On a vu, on compile quasiment en natif. Donc évidemment, il y a un petit overhead, c'est pas performance native à 100%, mais on se rapproche en tout cas des 90%, voire plus. On a accès à toutes les API, 100% des API sont couvertes, et on va avoir des approches pour utiliser du code au maximum. On verra un petit peu plus tard, en termes d'architecture, comment ça fonctionne. Et dans les points, respect de l'expérience utilisateur, puisqu'on a encore une fois une interface graphique qui est native. Là, on ne peut pas faire plus proche de l'expérience utilisateur que ça. Et la question qui fâche, combien ça coûte? Alors évidemment, faut se remettre dans le contexte. Là, ce qu'on va payer, ça enlève entre guillemets le coût d'avoir potentiellement 3 personnes qui développent chacune sur iOS, Android ou Windows. Pour remettre un petit peu dans le contexte. Donc ça vise surtout les entreprises. On a 4 versions. La starter qui est gratuite. Il n'y a pas le plugin Visual Studio et c'est un package limité. De mémoire, c'est 32 kg de langage intermédiaire, donc d'IL, de code produit par vous. Donc, en gros, le C# que vous produisez compilé ne doit pas faire plus de 32 kg. Et le package global ne doit pas faire plus de 25 mégas. Avec tous les assets, tous les DLL. En gros, vous ne faites pas une application de faux furieux avec ça, c'est un petit Hello World, voire un peu plus. Forcément, c'est gratuit. Version Indie, donc ça c'est pour les indépendants, $300. Vous avez accès uniquement à Xamarin Studio. Pas de Visual Studio. En business, donc $1000 quasiment, on a accès à Visual Studio, donc au plugin, et on a du support par email. Et la version entreprise, alors il y a pas mal de petites choses, mais ce qui est notable, c'est que c'est $1899 et on a un jour de SLA. Donc si vous posez une question, en fait, vous avez une réponse sous 24 heures. Vous avez aussi en fait accès à différents composants. On verra un petit peu plus tard. Donc grosso modo, en général, on va plutôt prendre la version business en entreprise pour avoir Visual Studio et pouvoir développer un peu de tranquillité. Alors, oui, mais pas que. Donc il y a une version d'essai de 30 jours de base. Vous allez sur le site, vous demandez une version d'essai, 30 jours, ok. Vous pouvez même, en demandant gentiment, des fois, souvent, l'étendre un petit peu plus. Donc, si vous arrivez à la limite des 30 jours, vous dites, bon, là, j'aimerais bien étendre un petit peu mes tests, vous pouvez aller un tout petit peu au-delà. Ça évite de recréer un mail avec un nouveau compte, essayer de faire de noyer le poisson. Et si vous êtes détenteur d'un abonnement MSDN, ça c'est dans le cadre du partenariat avec Microsoft, vous avez accès non plus à 30 jours mais à 90 jours de version d'essai. Et vous avez des petites réductions. Ah oui, alors, un truc important que j'ai oublié de préciser, excusez-moi. Là, c'est le coût de licence par développeur, par plateforme, par an. Donc, iOS, Android, $1000 x 2. Effectivement. C'est pas donné, mais encore une fois, la cible est plutôt entreprise et il faut remettre dans le contexte de j'ai plus besoin d'un développeur iOS, Android. Donc oui, dans les réductions, donc une licence business pour iOS et Android, donc normalement à $2000, cette fois-ci à $1400. Et si vous voulez 5 licences entreprises pour iOS et Android, c'est $10 000 au lieu de 19 000 presque. Voilà, donc une petite réduction dans le cadre du partenariat avec Microsoft, qui sont aussi des bienvenus. Donc en général, on a plutôt cette version qui est intéressante. Je vais vous faire une petite démonstration rapide de création d'un projet. Donc évidemment, ce n'est pas forcément des prix qui sont accessibles pour
le développeur qui a envie de développer le soir chez lui. C'est plutôt à destination de l'entreprise. Je me suis dit, avec la version indépendante indie, on fait quand même pas mal de choses. Ça relativement visible, ça va. Au fond, surtout. Ouais. Donc, on va faire un new project. Là, je suis dans Visual Studio. Jusque-là, tout va bien. Donc là, je retrouve tous mes projets relativement classiques. Donc là, on voit une entrée ici, Android. Ah, sympa. Donc on est dans Visual Studio, on peut faire de l'Android. On a plusieurs types de projets. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plus simple et je vais créer. Alors, qui ici a déjà développé sur Android? 2, 3, d'accord. Vous allez voir, en fait, c'est assez similaire. Oh oui, en plus, j'ai des petites pop-up là, vous voyez. Quand il y a des mises à jour qui sont disponibles, il me le pop, il me le dit, qui est gentil. Ouais, sauf que j'imagine que c'est la version. Alors, moi, je suis en bêta en fait actuellement. C'est un branche bêta. Alors là, voilà, j'ai un projet qui a été créé. Alors, je ne sais pas si tout le monde va bien. Donc, à droite ici, sur la liste, sur mon projet en fait qui vient d'être créé. Donc, j'ai un rapporteur assets. Alors, il y a même un petit texte qui nous dit qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans. Ça, c'est dès qu'on a des petits fichiers texte, des petits assets type font, etc. On a un dossier ressources. Donc, en fait, sur Android, il y a une arborescence de dossiers qui est prédéterminée, qu'il faut respecter. Donc, ça, c'est très important. Parce que c'est au moment du packaging, c'est l'arborescence qui va être copiée en fait, sur votre package cible et que va reconnaître l'OS. Donc, en fait, dans ressources, vous avez drawable. Ça, c'est tout ce que vous allez écrire sur l'écran. Grosso modo, c'est souvent les images. Les layouts, donc c'est toutes vos interfaces graphiques. Et les values, ça va être potentiellement, ça va être souvent tout ce qui est localisation. Donc, équivalent de fichier de ressources, on va dire, sur le côté de .NET. Et alors, je vais vous montrer d'abord le design. Ah, oui, compiler un petit peu. Ah, il ne veut pas de moi. Pourquoi il veut la 22? C'est bizarre. Alors, normalement, il y a le designer qui s'ouvre. À la limite, je peux vous montrer sur Xamarin. Alors, ouais, un petit truc sympa aussi, c'est. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai bien une solution qui vient d'être créée. J'ai mon point .sln qui est ici. Donc, je l'ai créé sous Visual Studio. Là, je lance à côté Xamarin Studio. Donc, j'ai juste à glisser en fait. Attends qu'il se ferme. Donc, il est tel quel, il n'y a aucune transformation. Donc, lui, il va dire directement les points SLN. Il y a une compatibilité qui se fait dans les deux sens. Peut-être que j'aurai plus de chance ici. Ouais. Android est un peu capricieux en général. Donc là, en fait, bon, de toute façon, c'est strictement équivalent. Là, du coup, je suis sur le petit designer pour Android. Donc, j'ai un bouton ici. Donc, je peux changer ses propriétés. Visual Studio. Ça, après, c'est une question de préférence, de confort, d'habitude, surtout. Ouais, ça arrive souvent, on relance et puis en général ça remarche. Après, je ne l'ai pas abordé en fait, mais on a donc l'émulateur ici d'Android qui est le plus lent du monde, littéralement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez carrément Xamarin qui a mis une petite pop-up si je lance le projet. Ah oui, alors c'est peut-être ça qui m'a. Si je lance le projet. Ah non. Alors voilà, donc là j'ai une pop-up qui me dit en gros les émulateurs Android sont lents, êtes-vous sûr de vouloir continuer? Alors que c'est moi qui ai dit quand même lance-moi l'émulateur, compile des sources, etc. Ils mettent quand même une pop-up pour prévenir qu'il va falloir patienter. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va lancer l'émulateur, donc ça déjà c'est assez lent. Par défaut, en fait, le SDK Android fournit un émulateur ARM, cette larme. C'est vraiment pas performant du tout. Et en fait, au premier boot, en plus de ça, il y a Xamarin qui va pousser toutes les DLL possibles et imaginables de Xamarin, de Mono, pour éviter de les redéployer en permanence, pour tout ce qui est debug. Donc en fait, le premier boot est extrêmement long, parce que vous avez le boot de l'émulateur, quand ça veut bien marcher, et en plus, vous avez toute l'installation de toutes les DLL. Donc personnellement, en fait, j'utilise très rarement cet émulateur, donc, juste pour les démos, c'est pour ça que ça marche jamais, ou rarement. En fait, vous avez Genymotion, ici. Vous voyez peut-être pas.
En fait, vous avez différents émulateurs qui sont en x86, qui sont soit développés par Intel, soit chez Genymotion, qui est basé sur VirtualBox, qui met à disposition un espèce d'émulateur qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on a sur Windows Phone. Alors les performances ne sont pas waouh non plus, mais vous avez des petits outils pour tourner l'émulateur, enfin des petites choses assez basiques, mais qui sont quand même assez confortables. Là c'est vraiment le strict minimum, hein. Vous n'avez rien pour... enfin si, il y a des touches, mais je les ai oubliées en fait, c'est pour dire combien j'utilise plus celui-là. Enfin, c'est des raccourcis clavier si vous voulez pour pivoter l'émulateur. Moi j'aime bien avoir le petit bouton, ça m'évite de chercher. Alors là, capoute. Bon bref, c'est juste pour vous montrer qu'effectivement ça ne marche pas toujours. Les problèmes sont souvent sur le côté Android. Juste pour vous montrer en fait le designer ici, je vais peut-être lancer un... Du coup, j'étais pas... Non, faux. J'étais en quoi? Sur la 14. Oui. Oui, en fait, c'est complètement indépendant. En gros, vous lancez l'émulateur, vous dites juste je veux lancer les sources sur Genymotion. Et ah oui, il y a un truc que je n'ai pas précisé, important. Sous Windows 8, si vous faites du développement Windows Phone, vous avez probablement activé Hyper-V pour lancer l'émulateur en fait à Windows Phone. Le problème, c'est que Hyper-V rentre en conflit avec toutes les autres solutions de virtualisation. Donc, grosso modo, si vous faites appel à la solution soit d'Intel pour faire du x86 Android émulateur, soit vous faites du Genymotion qui est basé sur VirtualBox, dans ce cas-là, il faut désactiver Hyper-V. Pour désactiver Hyper-V, il faut rebooter la machine. Donc, alors, il y a une solution très simple, c'est de mettre un petit prompt au boot pour dire vous voulez booter en Hyper-V ou sans Hyper-V. Ce que j'ai fait personnellement, mais du coup, en général, on se focalise soit sur Android, soit sur Windows Phone. On fait pas forcément les deux en même temps. Ah, il m'a relancé un émulateur. Pardon? Pour Hyper-V, ouais. Avec un processeur compatible. Bon, ça rentre plus dans le cadre du développement Windows Phone. En fait, là, ce qui se passe, on clique sur le bouton, du coup, le libellé du bouton change. Je vous montre juste, grosso modo, si je veux rajouter un autre bouton, voilà, je fais du drag and drop. Donc, par défaut, c'est un panel de type j'empile tous les éléments à la suite les uns des autres verticalement. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Voilà, petit checkbox. Et vous voyez, en fait, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai les différentes versions d'Android. Donc, je peux remonter en 2.2. Il va me faire le rendu, en fait, de l'époque. En général, on reste au-dessus de 4. Ça pique un peu moins les yeux. Enfin, ça dépend évidemment des API que vous voulez viser. On peut aussi modifier ici le langage. Alors ça, c'est les modes de nuit au mode voiture. On peut évidemment changer l'orientation. On a ici les tailles d'écran. Et Alternative Layout. Donc ça, c'est assez sympa. Vous pouvez rajouter une nouvelle version. On va dire... ça, on s'en fiche. On va mettre en large, ratio... Screen, c'est bien. Ça va suffire. En fait, j'ai défini un écran qui a une résolution plus grande. Donc vous voyez la différence déjà ici. J'ai plutôt écrit en gros. Là, on a un peu dézoomé. Là où c'est sympa, c'est qu'on peut faire du multi-edit. C'est-à-dire qu'ici, en fait, quand je rajoute une progress bar, alors c'est pas forcément ce qui est le plus flagrant. Radio button, voilà. C'est bien rajouté dans les deux. Là, je suis vraiment en train de construire une interface qui est similaire d'une résolution à une autre. Si je ne fais plus de multi-edit, en fait, ici, je vais mettre, par exemple, parce qu'il y a encore, qu'est-ce qu'on peut mettre d'assez massif? Un sigbar. Vous voyez, là, en fait, j'ai mis un petit slider, sigbar, qui n'est pas présent sur mon autre layout. Alors, ce qui est intéressant, en fait, si on regarde, si je sauvegarde, voilà. Là, vous voyez, à gauche, c'est tout petit peut-être pour ceux qui sont au fond, dans ressources, on a le dossier layout. En fait, si on le décline le layout avec une nomenclature bien spécifique, avec tiret et la version, on va dire le type de densité de pixels qu'on veut viser, ça permet à chaque fois de targeter des résolutions différentes. Donc en layout, en fait, ça adresse tout. Et si je suis ici, layout large, long, port, c'est-à-dire voilà, format d'écran plutôt long et large, dans ce cas-là, je vais avoir un design différent. Donc c'est ce qui permet d'adapter à la fois aux tablettes, aux phablettes, aux petites résolutions, etc., etc. En général, on a une longue liste en fait, de dossiers avec du layout tiré, etc. Donc c'est pareil pour les values en fait. Quand on veut faire du français, de l'anglais, etc., on va mettre values-fr, etc., etc.
Donc tout ça, c'est vraiment des nomenclatures. C'est propre au développement Android. Ouais, on est vraiment très proche en fait. On est vraiment proche du natif. Quand je vous disais, on remplace Java par C#, c'est vraiment quasiment ça. En plus, on a un designer Android qui est fourni avec Xamarin, donc ça, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui me... Non, c'est peut-être... ouais. Oui, et donc ce qui est important, c'est en fait tout ce qu'on déclare dans le layout ici. Je vous montrerai. On a ce qu'on appelle les activities. Donc, les activities, ça équivaut à un écran, à une page dans le vocabulaire Android. Donc là, on est vraiment dans le principe Android même. Hein. On manipule des activities. Il n'y a pas de classe intermédiaire ou quoi que ce soit qui essaie de cacher tout ça. On est en direct. Ça, en fait, ce petit tag, normalement, c'est quelque chose qu'on déclare dans le manifeste quand on développe sur Android. Là, en fait, ça se fait sous forme de tag, sous forme d'attribut, directement dans le code. Donc, en gros, on dit juste boot sur cette activité et donne-moi cette icône pour l'épingler sur l'écran d'accueil. Et le label, c'est juste pour l'afficher sur la title bar, l'action bar d'Android, qui est générée par défaut. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va lancer l'application et quand l'activité va être créée, on va lui dire affiche-moi ça comme contenu. Donc, affiche-moi en gros, parmi tes ressources, le layout qui s'appelle main. Là, en fait, on n'a rien déclaré à la main. C'est-à-dire que le fait d'accéder à cette ressource, c'est automatique. On a juste à le rajouter ici dans le dossier layout. Et le simple fait de compiler, on insiste, le simple fait de compiler, va générer ici dans le ressource.designer.cs. Ici, en fait, c'est familier en général avec les points designer.cs, c'est ce qui est généré automatiquement soit la compilation, soit par Designer Visual Studio, en l'occurrence Xamarin Studio. Donc en fait, automatiquement, on retrouve toutes les clés drawable. Donc dès qu'on rajoute une image dans le dossier drawable, hop, automatiquement, j'ai une nouvelle entrée dans ce fichier. Identifiant, c'est pareil, mais c'est pour les identifiants sur la vue. Je vais vous montrer rapidement après. Les layouts, c'est ici. Là, vous voyez, on retrouve bien mon main. Main.xml, il se retrouve ici. Donc en fait, pour faire ce qu'on appelle du inflate, donc en gros pour injecter la vue, pour faire le rendu de la vue sur l'activité, on va utiliser la méthode setContentView. Elle va passer par cet attribut ici statique, qui en gros permet de faire le lien. Et après, sur ma vue, donc là je suis en vue designer, hein, je peux très bien rentrer dans les sources, donc c'est du XML, je peux très bien manipuler le XML à la main, il n'y a pas de souci. J'ai défini ici des petits noms. Ça, c'était défini automatiquement. Celui qu'on va utiliser, c'est celui-là, MyButton. Toc, je vous zoome un peu. Donc ça, c'est juste une nomenclature, encore une fois, hein, XML. Alors, petite parenthèse, ici, c'est un point AXML, pour dire Android XML. Sous Android, en fait, c'est un point XML, tout court. Le point AXML est juste là pour que sous Visual Studio, ce soit une extension qui lance le designer Android. Juste pour bien le distinguer en fait, des points XML qui lancent l'éditeur XML classique. Là, le fait d'avoir point XML, ça va lancer directement le designer. Petite parenthèse. Donc ça, c'est bien la nomenclature. Donc je vais définir un ID. Quand je définis un ID, en fait, je vais préfixer par arrobase. Ça veut dire que ça va faire partie des ressources. Le fait de dire plus, c'est-à-dire que c'est un nouvel ID. Là, en gros, je dis nouvel ID, assigne-moi à ce bouton et il y a joué qui s'appelle MyButton. Là, encore une fois, on va compiler et directement, hop, si on revient sur l'activité, pour aller récupérer mon bouton, c'est un peu comme en JavaScript, getElementById, parce que ici c'est findViewById, on n'est pas loin. Je vais récupérer mon bouton grâce à la ressource ici. Vous voyez, hein, si je fais F12, je rentre bien à nouveau dans mon ressource-designer.cs. Ça va? Et oui, et après, qu'est-ce qui se passe? Tac. Qu'est-ce qui s'est lancé entre temps? Wait. Sans plus. Donc là, en fait, on récupère le bouton, on s'abonne, et à chaque fois qu'on clique, on écrit dans le bouton le nombre de fois on a cliqué. Je vais essayer de le lancer quand même. Ah oui, alors, ce que je vous disais en fait. Vous voyez là, il est encore en train, je ne sais pas si tout le monde y voit, de pousser le runtime mono. J'ai lancé il y a bien 5-10 minutes. Bon, je vais passer rapidement. Hop. Et oui, et donc je peux faire pareil avec... alors je vais le faire sur Visual Studio du coup. Voilà, donc je peux faire pareil avec iOS. Je fais rapidement parce qu'on va être en retard sinon. On déroule, donc là on se retrouve bien avec des templates prédéfinis. On peut faire de l'iPad, de l'iPhone ou de l'universal pour targeter les deux. Donc je fais OK. Oh, magnifique.
bah là, en fait, je me retrouve bien dans un projet de type iOS. Donc là, il n'y a pas de nomenclature spécifique, hein, on retrouve juste le vocabulaire avec le app delegate. On a tout plein de... ah tiens, il y a des... Si, ouais. On a le manifeste ici. Voilà. On a plein de petites choses. Et ici, on a l'application. Alors, j'ai fait un truc, j'ai fait une vue empty, donc c'est pas ce qu'il y a de plus explicite. J'aurais dû faire hello world. Voilà. Donc là, on a bien une vue, un contrôleur par défaut, qui fait exactement pareil que tout à l'heure. Je clique sur un bouton et ça m'affiche le compteur. Alors là où c'est intéressant, c'est si je le mets en Startup Project. Donc ici, en fait, vous voyez, il y a une petite coche, Connection Statut. Pas vouloir. Non, je fais n'importe quoi en fait. Tac. Là, en fait, je suis sur de l'iOS. Si je fais clic droit, que je fais build. Ah oui, alors ça c'est toujours pareil. Hop. Ça demande juste à ce qu'on mette un petit nom. Hello World 1.0. Hop, et là, il devrait compiler. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis connecté à distance sur mon petit Mac, que j'ai en connexion à distance ici. J'ai un petit Mac mini qui est pas très loin. Et en fait, ici, j'ai un petit logiciel qui s'appelle Xamarin iOS Build Host. Vous voyez. Donc en gros, je ne vais pas le unpair, sinon je vais devoir refaire tout le processus de rentrer à chaque fois un identifiant. C'est un peu pénible. Mais en gros, je clique sur un bouton pair. On me donne un identifiant, un petit code. Je le remplis sous mon Visual Studio. Ça permet d'appairer mon Visual Studio à mon Mac. Et ensuite, en fait, j'ai tout simplement le Mac qui est appairé à mon Visual Studio pour compiler les sources iOS. Donc là, ça va compiler. Donc ça, c'est chouette. Et là, en fait, je peux directement lancer. Vous voyez, j'ai des petites options et je peux lancer. Je peux faire un start. C'est où c'est rigolo. Donc là, je rentre en debug. Notez bien. Hein. Tout à l'heure, on n'avait pas l'émulateur. Donc là, il vient de se lancer. Je viens de le lancer depuis mon PC qui est ici, sous Visual Studio, vers le Mac mini qui est plus loin, à distance. Là, je viens de lancer un émulateur iOS. Je fais click me. Et voilà, je peux cliquer jusqu'à 42, c'est pas mal. Alors, ça, c'est effectivement le problème, c'est qu'on peut appairer qu'un Visual Studio à la fois. Ouais, ou alors un petit Mac serveur et puis on duplique en plusieurs VM. Non, c'est ce qui se fait. Actuellement, malheureusement, c'est la petite limitation. Hop. Après, rien n'empêche d'avoir quelqu'un qui travaille sur le Mac et une autre personne qui travaille sur Visual Studio à distance. En fait, on verra que finalement, on n'a pas essentiellement besoin. En fait, on va plutôt travailler sur le Mac directement pour faire tout ce qui est design. Et une fois que le design est fait, on a juste à le brancher au code. Et cette partie code, finalement, on n'a pas besoin de revenir sur la partie code va être plutôt partagée en général. En fait, c'est le plus gros du travail. Donc, c'est souvent, en fait, on va faire la couche commune qu'on va ensuite brancher, entre guillemets, sur chaque projet, sur chaque plateforme. Et ça se fait souvent par étapes et rarement en parallèle. Donc, on va dire que dans le cadre d'un développement, ça rentre plutôt bien dans l'ordre des choses. Oui, parce que j'ai rajouté des projets. Donc là, en fait, il a synchronisé, je l'ai quitté un peu trop vite. Il avait synchronisé juste le .sln avec les autres projets. Donc je peux basculer de Xamarin Studio à Visual Studio si j'ai envie. C'est pas très intéressant, mais peu importe. Donc voilà. De toute façon, je reviendrai un petit peu plus en détail après. Je vais reprendre mes slides. Hop. Donc on soit trop en retard. Donc là, vous avez, voilà. Donc en gros, on est sous Visual Studio, on peut créer du projet iOS, du projet Android assez simplement. On reste en C# surtout. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'encore une fois, on est sur tous les concepts iOS, tous les concepts Android. Ça, c'est des concepts du coup qu'il va falloir un petit peu apprendre, un petit peu connaître. Un focus rapidement pour savoir comment ça marche. À l'origine, en fait, il y a un projet Mono qui est l'implémentation open source du framework .NET. Ça a été lancé en 2001. D'abord, oui, donc c'est pour avoir de la compatibilité du framework .NET sous Linux et Mac. C'était démarré en 2001 par Miguel de Icaza.
qui est une personne, la personne qui porte le projet en fait depuis ses origines quasiment. Et c'est le CTO aujourd'hui de Xamarin. Donc il a ramené son petit projet Mono pour faire des multiplateformes. En version 3.0, ça supporte aujourd'hui donc C# 5, on a vu. Et c'est vraiment la fondation, c'est le cœur de Xamarin. Tout tourne sous Mono. Quand on parle de C#, .NET, etc., en fait, c'est l'implémentation de Mono, donc, qui se base en fait sur toutes les spécifications .NET, les standards ECMA, mais vraiment derrière, c'est l'implémentation Mono. En termes de packaging, quand on va compiler une application, on va embarquer différents manifestes qui décrivent en fait l'application, la configuration. On va compiler soit en ARM sur iOS, soit en langage intermédiaire pour Android. On embarque le runtime Mono. En tout cas, ça c'est le cas pour... on a l'espèce d'équivalent de CLR, la petite machine virtuelle pour Android. On a en fait aussi des assemblies qui sont linkées. En gros, c'est toutes les assemblies que vous utilisez qui sont propres au framework .NET. Il va automatiquement détecter celles que vous utilisez. Il va embarquer que celles que vous utilisez. Donc ça, c'est une petite analyse un peu intelligente qui va éviter d'embarquer tout le framework. Sinon, vous auriez des packages de 17-18 mégas. Pas terrible. Donc grâce en fait à ce mécanisme de linking, ça va automatiquement détecter et embarquer uniquement les librairies que vous utilisez. Et ça gère tout ce qui est signature pour déployer sur le store, déployer sur les devices. Ça c'est plutôt sympa. Ça c'est tout ce qui est géré par Xamarin en termes de packaging quand vous faites une compilation. Au niveau du runtime, comment ça marche? Donc, je vous ai dit, sur Android, on a deux machines virtuelles qui coexistent. On a le runtime, la machine virtuelle Mono, et Dalvik, qui lui est la machine virtuelle de base d'Android. Qui s'exécute vraiment côte à côte. Il y a différents benchmarks qui montrent que la VM de Mono est plus rapide que Dalvik. Donc c'est assez rigolo parce qu'en fait on a un pont du coup entre Mono et Dalvik. En fait, c'est sur ce point-là en fait qu'en termes de performance on est peut-être un petit peu perdant, il y a peut-être un petit peu de perte. Mais au final, comme la VM de Mono est plus rapide, ça contrebalance un petit peu en termes de performance. Donc encore une fois, on n'est pas sur du natif 100%, mais on est à plus de 90% assez facilement. Et on a un pont en fait à deux niveaux, c'est plus exact de dire à deux sens, on le voit très mal. Donc on a vraiment le kernel Linux, on a la VM Dalvik qui fonctionne d'un côté, la VM Mono de l'autre. On a un point d'entrée grosso modo pour que Dalvik puisse taper directement sur la CLR de Mono. Donc ça c'est plutôt côté non managé. Côté managé, donc on est en C#, on peut faire pareil des appels à des librairies directement Android. C'est là-dessus que se basent tous les wrappers sur les API Android. Et surtout, là où c'est intéressant, c'est qu'on peut faire des bindings, donc des wrappers nous-mêmes sur des librairies, donc des points jar qu'on peut trouver en circulation sur Internet. Donc prenez votre point jar. Bon, je l'aborderai plus tard, je ne vais pas en parler là. Côté iOS, donc encore une fois, on a des limitations. On ne peut pas faire de génération de code dynamique. On ne peut pas faire du just-in-time. Donc, pour ça, en fait, on a quelque chose qui est assez similaire à Ngen, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'on va compiler les sources non pas en langage intermédiaire, mais directement en natif. Donc, on va cibler chaque version ARM. Donc en gros, on prend le code C#, on a la référence à Monotouch DLL qui embarque justement toutes les librairies et on va dire un simili de runtime Mono. Et le compilateur Mono va faire ce qu'on appelle du ahead of time qui permet de compiler les sources en langage intermédiaire vers du natif en ARM. Donc là, on colle vraiment au plus près du natif. Donc évidemment, encore une parenthèse là-dessus, en termes de performance, on est au plus proche du natif. Après, ça dépend ce qu'on fait en C#. C'est comme pour tout. On a la sync await, on a des lambda, on a du link. Tout ça, ça rajoute peut-être un petit coup aussi en termes de performance par rapport à un équivalent strict en Objective-C et un équivalent strict en Java. Donc quand on parle de performance, c'est vraiment en one-one, quand on regarde directement les implémentations mises les unes en face des autres, on est quasiment aussi performant. Garbage Collector, SGen c'est celui qui est par défaut, en tout cas sur Android. C'est le Garbage Collector par défaut sur Mono. Il est non générationnel, c'est-à-dire qu'il va s'exécuter de manière plus récurrente pour ramasser des petites miettes. Donc le fait de faire plus récurrent pour des petites miettes, en général, en termes de performance, ça se ressent moins. Donc c'est en gros le Garbage Collector qu'il y a de plus performant aujourd'hui sur Mono et sur Android. Côté, on a un autre en fait, Garbage Collector qui est Bohem, qui est celui par défaut sur iOS. Donc c'est un peu historique. C'est l'ancien Garbage Collector de Mono. Celui-là, il est générationnel. En général, il garbage toute la heap d'un coup. Donc c'est plutôt un Garbage Collector, on va dire massif et moins récurrent. Donc en fait, à chaque fois qu'il va faire du Garbage Collecting, ça va être un peu plus lourd. Ça va peut-être se ressentir un peu plus en termes de performance.
Aujourd'hui, c'est celui qui est activé par défaut sur iOS. Il y a une petite option pour le cocher pour avoir du SGen sur iOS, ce qui peut en général résoudre certains problèmes. Juste, il faut un peu faire attention là-dessus. Donc, dès que vous vous abonnez, grosso modo, à un bouton, à un clic ou n'importe quoi, il faut juste penser à se désabonner systématiquement dès que vous sortez d'une page d'un contrôleur. Ça, c'est juste la best practice, on va dire, un peu partout, mais encore plus sur iOS. On peut avoir des fuites mémoire assez rapidement. Donc, ça, c'est très bien décrit dans la documentation. Il y a des petites limitations auxquelles il faut faire attention. Les bindings, j'en parlais tout à l'heure, c'est le pont entre le C# managé et le monde natif. Typiquement, je suis développeur un peu feignant, j'ai pas envie de réinventer la roue, j'ai des librairies qui sont mis à ma disposition. Un natif Android ou un natif iOS. J'aimerais bien les réutiliser dans le monde C#, dans le monde managé. Ça serait bien quand même. Donc il y en a plusieurs en fait. Donc ça c'est le principe de binding qui s'appelle sous Xamarin. À ne pas confondre avec le binding en XAML. Donc là en fait il y a un projet sur GitHub, Monotouch Bindings, qui contient déjà beaucoup de bindings pour iOS, avec des petites librairies hébergées, produites par les communautés, open source, etc. Si vous voulez créer votre propre binding, vous avez un template de projet sur Android qui permet de le faire. En gros, ça va vous générer un template de ce type-là, un petit dossier jar dans lequel vous glissez vos jars, essentiellement les jars desquels dépendent votre lib que vous voulez en fait migrer. Et en fait, il y a tout un phénomène de transformation qui va s'opérer quand vous allez compiler. Donc ça va directement générer votre code source en C#. Parce qu'en fait, il y a des situations où il n'y a pas d'équivalent entre Java et C#. Alors, le plus flagrant en général, c'est tout ce qui est accesseur. Parce que tout ce qui est accesseur, c'est pas géré pareil entre Java et C#, etc. Et tout ce qui est enum. Il faut transférer en fait tout ce qui est string en enum, etc. En fait, il y a en gros un petit dossier transform dans lequel vous déclarez un XML qui va vous donner les mappings. Côté iOS, c'est encore un peu différent. C'est un autre outil finalement qui est à peu près qui fait à peu près la même chose quand même. C'est-à-dire que là, on a juste un petit wizard en plus. Et même principe, là, vous mettez vos sources et vous allez faire ici struct enum par exemple la correspondance entre le monde iOS et les enums que vous allez avoir en C#. C'est vrai que je n'avais pas trop parlé non plus, mais vous avez des wrappers sur les API natives, c'est une chose. Après, vous avez tous les concepts qui sont purement C#. Donc là où c'est intéressant, c'est que dans ce portage, enfin dans ces wrappers, tout ce qui est événement, tout ce qui est on va dire nomenclature, tout ça est respecté vraiment dans le monde Xamarin iOS, dans le monde Xamarin Android. Tous ces wrappers-là. En Java, on va dire tout ce qui est gestion d'événements, par exemple, c'est pas géré pareil en C#. Là-dessus, il y a un effort assez certain. Côté test et debug, je l'ai dit tout à l'heure, on peut débugger soit sur un émulateur, soit sur un device, ça il n'y a pas de souci. Une autre solution qui est assez intéressante qui s'appelle le Xamarin Test Cloud, qui est fourni par Xamarin. Ça permet de targeter en fait une centaine de devices. Grosso modo, vous poussez votre package dans le cloud et lui il va tester sur une myriade de devices. Donc là, on voit un petit exemple. Ça va permettre d'avoir ici, vous voyez, le rendu de l'interface graphique sur plus d'une centaine de téléphones. Donc c'est souvent pour Android, parce que c'est là il y a le plus de devices, le plus de fragmentation, le plus de formats différents. On peut le faire pour Windows Phone, on peut le faire pour iOS. Ça permet d'avoir un rapport, comme vous voyez, plutôt design. On peut avoir aussi des petits rapports sur les performances, et surtout on peut scripter tout ça. Donc si vous avez d'intégration continue, on peut très bien imaginer qu'en bout de chaîne, vous aviez votre génération de package, et vous le poussez directement sur Xamarin Test Cloud, pour après avoir un rapport justement, par rapport à votre package, voir s'il est toujours conforme. Oui. Test Cloud. Il y a une bêta qui traîne. Si. Xamarin Test Cloud, c'est une bonne question. Il me semble que c'est inclus avec la licence, si je dis pas de bêtises. En fait, c'est dépendant de Xamarin. Donc, effectivement, on peut l'utiliser même si on développe des packages natifs purs. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas regardé les prix particulièrement. En tout cas, de base, moi je l'avais déjà utilisé avec juste ma licence, donc a priori c'est au moins inclus dans la licence, je dirais. Je pense. Donc c'est assez sympa, et surtout, encore une fois, ce côté scripting, ça permet d'être assez malléable, assez dynamique sur ce qu'on veut obtenir. Et un petit focus juste sur la documentation. Vous allez sur doc.xamarin.com, vous avez toute la documentation à portée de main. Donc ça vous montre en fait tous les fondamentaux de chaque OS. Donc ça c'est pas mal quand vous voulez justement approfondir un petit peu vos connaissances ou
à minima découvrir les spécificités de chaque OS. Android, iOS sont assez bien décrits. Vous avez plusieurs sujets avancés pour savoir comment le compilateur fonctionne, comment le garbage collector se déroule, etc., etc. Vous avez ce qu'ils appellent des recettes, donc c'est des bouts de code que vous avez juste à copier-coller à partir d'un fonctionnement que vous voulez. Je veux accéder au contact. Du coup, j'ai une recette pour accéder au contact, donc c'est un bout de code déjà fait pour moi. Et des samples dans tous les sens. Donc, si vous installez directement Xamarin Studio, vous verrez, il y a une page qui s'affiche avec justement tous les samples que vous pouvez télécharger pour avoir des exemples de code. Ça, c'est assez bien packagé, c'est assez bien fait. Vous voyez là, la page Developer Center ici qui est assez complète, qui est assez pas à pas et toujours mise à jour. Ça, c'est plutôt bien de le noter. Design, expérience utilisateur. Donc ça, c'est assez important d'en parler. Vous voyez ici, j'affiche de l'iOS, de l'Android, du Windows Phone. iOS, Android, à la limite, on a des petits parallèles. On a une petite liste ici, on voit qu'on a des barres de navigation qui se retrouvent un coup en haut, un coup en bas. À la limite, on arrive à faire à peu près un monde, enfin, des choses communes. En tout cas, on a l'impression. Sur Windows Phone, c'est un peu différent. Tout ce qui est panorama, pivot, qui n'ont pas, d'équivalent en fait, d'onglet strict. C'est pas affiché de la même manière. C'est plus basé sur tout ce qui est décroabilité, etc. Donc c'est pas exactement la même approche en termes de look and feel, en termes de design et d'expérience utilisateur. Ça, c'est important de le noter. Ça fait partie aussi du travail quand on veut adapter une application d'une plateforme à une autre. Ça, peu importe qu'on fasse du natif ou du Xamarin. En tout cas, là, dans notre cadre, c'est une multiplateforme, donc il faut y penser. Donc, important, hein, l'expérience utilisateur est différente entre iOS, Android et Windows. Donc, pour enfoncer le clou, hein, encore une fois, entre iPhone et Android, effectivement, on peut à peu près mixer les choses. Encore qu'on voit ici qu'on a un bouton back systématiquement sur iOS, puisqu'on n'a pas de bouton physique ou même émulé. Donc systématiquement, on verra cette barre apparaître avec le bouton back. Et grosso modo, voilà, là on a, donc c'est un exemple d'application avec un design assez différent, mais qui embrasse quand même les mêmes concepts. Et si on bascule avec du Windows Phone, ben là, finalement, on n'est pas sur la même approche. On est plutôt sur une approche où on va disséminer un petit peu l'information sur la page d'accueil et on va slider sur le côté avec un panorama pour accéder à l'information. Et si on veut rentrer dans le niveau de détail supplémentaire, ben on va rentrer dans une catégorie supplémentaire. Il faut juste faire attention, du coup, dans les développements, à essayer déjà avoir une phase préalable pour tout ce qui est ergonomie design, pour être sûr d'adresser tous ces problèmes-là en avance de phase maximum. Et après, en termes de développement, il y a peut-être des choses aussi à mutualiser, à réfléchir un petit peu en amont. Donc j'en parlais, hein, navigation différente, enfin, surtout pour iOS en fait, où on a un bouton back qui prend un petit peu d'espace du coup sur l'écran. Et tout ce qui est form factor, ça aussi c'est important. Un téléphone c'est différent d'une tablette, c'est pas le même format. On n'accède pas à un téléphone et une tablette de la même manière. Un téléphone on peut l'avoir d'une main, on accède à un pouce. C'est plutôt le pouce qui va guider la répartition des boutons sur l'interface, en termes d'ergonomie. Sur une tablette on est avec les deux mains et nos deux pouces. Voire des fois en mode portrait, des fois paysage. On a des formats assez différents. On n'accède pas au contenu de la même manière. Et pareil, en termes de possibilités, c'est pas pareil. Une tablette, on va rarement appeler avec une tablette. Une tablette, on va plutôt l'utiliser devant la télé. Il y a tout plein d'études qui montrent justement en termes d'utilisation toutes les différences. Téléphone, on est beaucoup plus en mobilité. Tablette, on est beaucoup plus en Wi-Fi. Donc, téléphone, on va plus gérer tout ce qui est déconnexion. Tablette, il faut gérer, mais peut-être un peu moins, etc., etc. Donc, ces différences font que, en termes d'ergonomie, en termes de design, on n'a pas exactement les mêmes presets. Ça, encore une fois, c'est général à tous les développements, encore plus ici. Il faut y penser. On a des différences en termes d'ergonomie. Encore une fois, on a beaucoup plus d'espace sur un écran d'une tablette, donc il faut quand même le remplir, sinon ça va faire un peu vide par rapport à un téléphone. Et approche de développement aussi assez différente. Sur Android, on a tout ce qui est fragment qui permet d'adresser justement la réutilisation de bouts d'interface entre tablette et téléphone. Sur iOS, il y a encore, on peut faire des splits, on peut faire pas mal de petites choses, mais à chaque fois, c'est des préceptes assez différents et qui sont assez engageants dès le début du projet. Donc ça, il faut y penser vraiment dès le début, si possible. Et Windows Phone, Windows 8, maintenant, on a les Universal Apps qui facilitent aussi le travail. On va faire un petit focus sur tout ce qui est partage de code. C'est important, d'autant plus qu'en fait, Xamarin pousse pas mal de chiffres. Donc typiquement, on voit ici trois petits samples avec à chaque fois la répartition. Donc sur Android, on voyait en bleu en fait la réutilisation du code et en foncé ici plus tout ce qui va être spécifique à l'interface graphique, tout ce qui va être spécifique à l'OS. Donc c'est ce qui va être qui ne va pas être réutilisé. Donc en moyenne sur Android, on est entre 86 et 72%. Alors juste par parenthèse, TouchDraw c'est une application qui est très orientée interface graphique.
Donc sentez bien, dès qu'on est trait d'interface graphique, on est lié du coup à ce qui est natif. Donc on est vraiment lié à l'OS. Donc on va plutôt pousser vers du spécifique. Si on a une application avec plutôt du code métier, pas mal de accès service, etc. Ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir mutualiser de manière plus simple. Ah oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais avec Xamarin, on peut faire du Mac aussi. On peut développer pour faire des applications lourdes sous Mac. Et d'ailleurs, c'est là où on réutilise quasiment le plus de code en général. C'est assez rigolo. Sur iOS, on est en moyenne à 70% de réutilisation de code. Windows Phone, 86-90%. En moyenne, grande moyenne, on va dire qu'on est à peu près à 70% de réutilisation de code. On va dire, on peut même aller plus loin. On verra un peu plus tard avec des frameworks qui nous facilitent la vie. Pour aller à 80 voire 90% de réutilisation de code. Quand il ne reste plus que 10% d'interface graphique à produire un petit peu à la mano. Ça c'est plutôt sympa. Sauf que c'est pas magique. Il y a quand même quelques préceptes à aborder. Il y a quand même quelques petites choses à connaître. Et en termes d'architecture, en tout cas, il va falloir injecter tout de suite les bonnes solutions. Donc on l'a vu, alors j'ai dit 70, 75, c'est un peu pareil. Ça c'est ce qu'on va viser en général. Si on peut avoir 75% de code réutilisé, on est plutôt bien. Encore une fois, on se souvient, on n'a pas de partage de l'interface graphique. Et tout ce qui est spécificité OS, pareil, ça va rester sur chaque OS. Donc ça, en fait, c'est les contraintes qu'on a. Donc derrière, il y a 3 solutions principales, 3 bonnes pratiques, qui ne sont pas nécessairement nouvelles. En tout cas, c'est des choses qu'on voit depuis longtemps sur Windows Phone et Windows 8, dans le monde de .NET. On va faire tout ce qu'on appelle file linking, portable class library et le petit nouveau, les shared projects. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail, file linking, on ne voit pas du tout les flèches. Donc ça. Le principe c'est relativement simple, vous allez déclarer un fichier dans un projet et vous allez le linker, donc le lier d'un autre projet. Ce qui à la compilation va copier, coller le fichier pour compiler le projet, comme si le fichier était bien à cet endroit-là. Donc dans le principe, on a un seul fichier physique qui est partagé entre n projets, grâce à ce lien un peu plus logique. Donc ça, sur Visual Studio, vous le voyez avec un petit symbole à chaque fois sous forme de flèche, on peut le voir sur Windows, en forme de raccourci. Donc ça, c'est un précepte, une solution pour faire du partage de code entre nos différents projets. Donc on peut avoir un petit core project, on va dire qu'on va copier-coller, entre guillemets, entre iOS, Android et Windows. Et à côté, on garde quand même tout ce qui est spécifique iOS, Android, Windows, je disais, spécificité API, spécificité interface graphique. Avec le file linking, on embarque aussi notre précepte, c'est tout ce qui est symbole de compilation, symbole conditionnel. Donc ça permet de faire les fameux dièse-if dans tous les sens, pour dire quand tu compiles et que tu targetes un framework particulier, en l'occurrence tu es sur mobile, non pas tablette, tu es sur Android, tu es sur iOS, Windows Phone ou Silverlight, dans ce cas-là, je veux que tu me compiles à chaque fois juste ces bouts de code. Donc ça se représente comme ça, sous Xamarin Studio. Donc en fait, on a des bouts qui sont un peu grisés en fonction de qu'est-ce qu'on target comme framework actuellement. Donc ça, tout ça, ça se passe à la compilation, encore une fois. Copie de fichier, on a des bouts de code qui sont utilisés, d'autres qui ne le sont pas, etc. Et si on manque de symboles, on peut en rajouter, il suffit d'aller dans les options. Ça, c'est pas nouveau, c'est vraiment un concept aussi qui est propre à Visual Studio depuis des années. L'autre solution, c'est les Portable Class Libraries. Donc ça, c'est un peu plus récent. Le principe, c'est quoi? C'est une assembly, enfin, en tout cas un projet, qui peut targeter plusieurs plateformes. En fait, on va faire, c'est comme une class library, mais un peu multifacette. Donc c'est assez sympa. Vous voyez ici, on va dans les propriétés, on clique sur Change et on dit, tiens, je veux targeter .NET Framework 4.5, je veux faire du Windows 8, du Windows Phone, du Silverlight, Xamarin. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a Xamarin Android, Xamarin iOS. Ça, c'est assez récent. C'est aussi le fruit du partenariat avec Microsoft, qui a ouvert, en gros, c'est un problème de licence tout bête, qui empêchait les Portable Class Libraries d'inclure toutes les librairies de type Xamarin. Donc en gros, vous avez un projet qui va être partageable avec tous vos autres projets spécifiques à chaque fois, iOS, Android et Windows. Donc ça centralise le code partagé. Par contre, on n'a pas accès aux API natives. Parce que là, on reste en fait sur le plus petit dénominateur commun, en quelque sorte. Donc en général, ça concerne plutôt .NET Framework. Donc il y a quand même des petits packages nuggets qui permettent d'accéder à tout ce qui est on va dire fonctionnalités un peu plus évoluées, type HTTP client. On reste quand même sur des accès à des services, on peut partager nos modèles. On peut même commencer à mettre, pour ceux qui connaissent, les view modèles. On peut faire quand même des choses assez sympas. Par contre, on n'a pas de symbole conditionnel de compilation puisqu'on ne peut pas accéder en fait aux plateformes elles-mêmes. C'est vraiment le plus petit dénominateur commun. Ça, c'est plutôt le défaut.
même si on peut l'abstraire et contourner tout ça. Et le petit nouveau de la famille, c'est introduit avec les Universal Apps, c'est les Shared Projects, cette fois-ci. Donc c'est un peu entre la Portable Class Library et le File Linking. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un projet que vous allez créer qui va être un petit peu à part, qui va être un Shared Project, on va appeler ça. En fait, ce n'est pas un projet qui va générer une assembly, une DLL, c'est plus en fait un projet qui va contenir tout plein de fichiers qui vont être copiés-collés à la compilation dans tous les projets qui le référencent. En fait, le simple fait de dire add shared project reference, donc ça c'est pas natif, par contre c'est un petit plugin qui permet d'accéder à cette option sur VI Studio. Le simple fait de rajouter cette référence à la compilation, du coup ça va copier tous les fichiers qu'il y a dans votre projet shared dans vos solutions, donc que ce soit Android, que ce soit Windows, peu importe. C'est du coup un petit peu le même concept que le file linking. Et là, l'avantage, c'est que donc ça copie les fichiers et surtout on a accès à toutes les API. On peut faire du symbole conditionnel de compilation. Donc, on est vraiment entre les deux. Ça, c'est plutôt sympa. Les composants multiplateformes, donc là aussi c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir des API qui sont cross-platform, qu'on va pouvoir utiliser à la fois sur Android et iOS. On a Xamarin Auth qui permet de faire de l'authentification au auth. Ça, on verra que ça fait partie de tous les composants qui sont disponibles gratuitement et mis à disposition par Xamarin. On a Xamarin.social qui permet de faire des partages de statuts, tout ce qui est plus basique sur Twitter, Facebook, etc. Encore une fois, on va écrire le code une seule fois, on va pouvoir le partager sur toutes les plateformes. Ça, c'est plutôt confortable. Et le plus connu, le Xamarin Mobile, qui permet d'accéder aux contacts, géolocalisation, caméra. Et prochainement, seront intégrés tout ce qui est compact, le remettre et notification. À noter, on a une API qui est commune. Qui dit commun, dit forcément plus petit dénominateur commun. On ne pourra pas forcément rentrer dans le détail, mais un minimum, on pourra avoir quand même accès à des données qui sont un petit peu communes. Juste un exemple, ça c'est ce qu'on devrait faire si on restait entre guillemets en natif pour accéder aux contacts sur Android. Donc on a la même à peu près sur iOS. Et voilà l'équivalent sous Xamarin Mobile, donc Xamarin.contact. Donc là on est sur un mode assez intuitif avec un petit coup de link, un petit coup de lambda, on for each et puis on récupère tous les emails, tous les numéros de téléphone. C'est plutôt confortable, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, un petit dénominateur commun. S'il y avait des champs qui sont vraiment spécifiques à Android, on n'y accéderait pas ici. Forcément. Un autre concept qui s'appelle Monotouch Dialog, qui permet de produire des interfaces à partir des modèles qui sont liés. En gros, ici, je déclare une classe, je déclare des petites sections, des petites entries. Une entry, c'est une text view en gros, un petit text block, un petit text box, je vais y arriver, champ de saisie. Section, c'est juste des libellés qui vont faire office de titre à chaque fois. En fait, c'est vraiment le modèle qui guide l'interface. C'est un mix entre génération automatique de l'interface, un petit peu de binding, etc. Alors, il me semble que c'est encore en bêta sur iOS et c'est aussi disponible sur Android, mais pareil, en mode encore moins que bêta. Celle-là, c'est la version la plus évoluée. Il y a un équivalent Android qui est en cours de dev, qui est un peu moins avancé. Alors personnellement, je n'ai pas trop testé. Je suis moyen fan de ce genre d'approche, mais pour accélérer les développements, ça peut être pas mal. Dans des cas un peu spécifiques. Il faut savoir que ça existe en tout cas. Et les composants Xamarin, donc j'en parlais tout à l'heure, on avait Xamarin Auth, Xamarin Social, Xamarin Mobile. Donc tout ça, en fait, c'est ce qu'on appelle des components pour Xamarin. Donc, alors il y a le soleil qui se lève, donc on va encore moins le voir. Mais directement dans Visual Studio, vous pouvez accéder. En fait, il y a un tout petit dossier ici qui s'appelle Components. Vous avez une librairie, une bibliothèque dans laquelle vous pouvez avoir tout plein de composants qui sont partagés dans une bibliothèque qui permet de stocker tous ces composants. Donc, ces composants, en fait, c'est un peu le pendant de Nugget, si vous voulez, pour Xamarin en cross-platform. Donc, il y a un portail, components.xamarin.com. Donc, c'est soit des composants, donc c'est des composants multiplateformes ou pas. Des fois, vous avez des composants que pour une plateforme. Il faut faire attention à ce qui est indiqué. Donc là, vous voyez, en fait, j'ai un petit composant plutôt interface graphique qui permet de faire des signatures directement sur l'interface. Là, j'ai l'icône Android et iOS. Et vous avez tout ce qui est service aussi, puisque typiquement, Salesforce fournit un SDK pour accéder à leur service cloud directement depuis Xamarin en cross-platform. Ça, c'est plutôt sympa. Donc ça, c'est la petite vue globale, ce qu'on a vu. Donc Mono, c'est la base, c'est la fondation. Implémentation cross-platform, open source de .NET. On a des bindings natifs sur les API, donc ce qui permet d'avoir 100% des API couvertes. On a vraiment des wrappers sur iOS et Android. Compilation qui reste native pour des performances maximales. Peut-être pas 100%, mais on a plus de 90%
clairement on est au top. Deux IDE principalement, hein, en fonction des préférences de chacun, Visual Studio, Xamarin Studio. Et au-dessus de tout ça, on a tout plein de composants qui sont réutilisables entre chaque plateforme. Ça va déjà là-dessus? C'est à peu près clair? Oui. C'est ça. En fait, en général, nous typiquement, on a déjà mené plusieurs études directement chez nos clients, typiquement pour faire le choix. C'est pas quelque chose auquel on peut répondre malheureusement en 2 minutes. On aimerait bien. Il n'y a pas de solution en fait. C'est plus partie de la conclusion, mais je fais une petite parenthèse. Il n'y a pas de solution idéale en fait. Donc, il faut vraiment voir en fonction de chaque besoin, en fonction du degré de qualité que vous voulez, en fonction des compétences que vous avez en interne. Typiquement, si vous avez des personnes qui sont très performantes en fait sur tout ce qui est HTML5, JavaScript, qui savent faire des single page applications, qui sont très bons en responsive web design, etc., qui sont des concepts des compétences qui sont assez rares hein, quand même aujourd'hui. Si vous avez toutes ces personnes-là, pourquoi pas faire de l'hybride? Effectivement, avec un petit site web embarqué d'un wrapper directement dans l'application. Là, on est vraiment sur une approche qualité avant tout et productivité. Moi, j'ai tendance à dire que les scénarios qui sont plus couverts par Xamarin, c'est essentiellement en entreprise, quand on a beaucoup de code business qu'on va vouloir réutiliser, donc qui tapent souvent sur des services .NET ou pas, hein, peu importe. En tout cas, dès qu'il y a beaucoup de consommation de web services, dès qu'on a des compétences .NET en interne, là, ça va être plus simple, clairement. Si vous avez pareil un schéma où vous seriez parti plutôt sur la solution native, donc développement en natif, on va dire que la solution à peine moins coûteuse et tout aussi performante, ça reste quand même Xamarin, qui est juste derrière, qui n'est peut-être pas aussi confortable sur certains aspects, mais en tout cas qui permet d'adresser quasiment 100% des fonctionnalités, 100% des possibilités. Donc en fonction, en fait, il faut faire un petit radar, une petite toile d'araignée pour savoir est-ce qu'on veut tendre plutôt vers les performances, vers l'expérience utilisateur maximale, est-ce qu'on veut cette qualité, est-ce qu'on s'en fiche, on veut juste de la fonctionnalité. Auquel cas, peut-être qu'on va dégrader les performances, dégrader l'expérience utilisateur plus pour rester sur du basique, mais accessible à tout le monde et des coûts moindres. Malheureusement, on n'a rien sans rien. Plus ce sera cher, plus on sera sur de la qualité. C'est général, hein, malheureusement. Et moins en général, ce sera cher, la solution, et plus la solution sera dégradée. Je schématise, hein, c'est vraiment très générique mon discours, mais dans l'idée, c'est plutôt ça. Je vais aborder très rapidement, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ma démo. Je voulais vous parler en fait de MVVM Cross, qui est aujourd'hui, je pense en tout cas, le framework incontournable quand on développe sur Xamarin. C'est ce qui permet justement d'aller au-delà de 70% de code partageable pour aller taper dans les 80-90%. En gros, vous connaissez probablement le pattern MVC. Je vais juste passer rapidement pour ceux qui connaissent essentiellement. MVVM Cross en résumé. J'ai plus de. Faire comme ça. MVVM Cross en résumé, c'est une implémentation multiplateforme du pattern MVVM. Donc je le passerai rapidement, c'est essentiellement pour ceux qui connaissent le pattern. Donc le principe, ça va être surtout d'avoir l'interface d'un côté, tout ce qui est interaction avec l'application de l'autre, donc bien segmenté, bien isolé, et tout ce qui est modèle, accès aux services, etc., encore bien séparé. Donc on a vraiment la séparation des responsabilités qui se fait bien. En fait, sur Windows 7 et Windows 8, MVVM, c'est un pattern qui est extrêmement utilisé, qui est extrêmement efficace, qui est prouvé, et on a envie de le retrouver sur iOS et Android. Sauf que, malheureusement, sur les interfaces natives Android et iOS, il n'y a pas ce concept de binding sur lequel se base essentiellement le MVVM. Le binding, c'est quoi? C'est brancher, grosso modo, un composant de l'interface à une donnée qui est d'une classe quelconque. Et ça va être le fait aussi de mettre à jour dans les deux sens. C'est-à-dire que quand je vais taper dans un champ texte du texte, je veux que ce soit à jour en fait dans ma classe qui est liée. Et vice versa, quand je vais modifier dans ma classe un code C# une propriété d'une classe, je veux qu'elle soit répercutée sur l'interface directement. Donc pour faire en fait cette mise à jour dans les deux sens, il y a le principe de data binding qui a été introduit essentiellement avec XAML, qui est maintenant dans l'air du temps avec AngularJS, Knockout.js sur un côté web. Donc ça en fait on aimerait bien avoir le même principe côté Android et iOS. Donc MVVM Cross l'apporte, bien un support du binding. Je vais essayer de vous faire une démonstration très rapidement tout à l'heure. On a aussi tout ce qui est converteur comme XAML. On a le concept de vue modèle avec tout ce qui est navigation. Donc ça va essayer de
de justement wrapper un maximum, d'abstraire un maximum tout ce qui est navigation pour avoir un socle commun entre chaque plateforme. Pareil pour tout ce qui est cycle de vie. Les cycles de vie sont assez différents d'une plateforme à une autre, mais on peut quand même faire des parallèles. On a tout ce qui est inversion de contrôle, pour essayer d'abstraire un maximum tous les composants, tout ce qui est instanciation, pour faire des tests unitaires un peu plus facilement. Et aussi des petites classes, en fait, des petits contrôles pour l'interface graphique pour faciliter la tâche. Sur Android, il faut créer beaucoup d'intermédiaires, iOS d'ailleurs, pareil, avec des adapteurs, des choses comme ça. Avec MVVM Cross, on n'a plus besoin d'intermédiaires, on va binder directement sur nos données. L'autre puissance aussi de MVVM Cross, c'est qu'il y a énormément de composants multiplateformes. Ils appellent ça des plugins. Ça permet d'avoir des composants. Là, par exemple, on peut faire de l'accès aux fichiers, on peut télécharger des images et les conserver en cache. On peut peut-être les recharger systématiquement à chaque fois qu'on affiche une page. On peut faire du JSON, du SQLite, gestion des settings, pareil, factorisé, tout ce qui est géolocalisation de l'utilisateur, etc., etc. Il y en a énormément. J'aurais pu tous les lister, il y en a plus d'une vingtaine, voire trentaine. Et l'avantage, c'est que c'est très extensible, donc vous pouvez vous-même créer vos plugins. Donc ça, c'est vraiment une approche intéressante. Et juste un petit tweet de Colin et Eberhard, qui en fait a produit un portail. Comment ça s'appelle? C'est Property Cross, voilà. Qui est en fait un portail qui développe dans tout plein de solutions cross-platform des applications mobiles. Donc ils ont fait du PhoneGap, ils ont fait du Titanium, ils ont fait à peu près toutes les solutions. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont des petits graphiques à chaque fois pour savoir le code qui est réutilisé. Et là notamment, ils montrent en fait, entre l'implémentation Xamarin pure, donc ici en fait vous avez le code réutilisé, à chaque fois propre à chaque plateforme, et vous voyez la différence avec MVVM Cross. Donc clairement, hein, alors, ils étaient même à moins de 50% sur la réutilisation. Là, du coup, c'est un peu plus majeur. Après, voilà, il y a tout plein de préceptes, tout plein de best practices. Et en fonction de chaque projet, ça va être différent aussi. Mais en termes de réutilisation de code, en tout cas, on est très souvent entre 60 et 80%. Je vais vous montrer tout ça rapidement. Je n'aurai pas beaucoup de temps. Tac. Ok. Donc là, j'ai un petit projet, très simple. Je vais le lancer sur Windows Phone, celui qui s'installe plus rapidement. Donc c'est un projet que j'ai dû faire en 2-3 heures, je ne vais pas compter. Donc c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire très rapidement, sans trop se prendre la tête. Alors ce qu'on aime bien, c'est les petits chats tout mignons. C'est moderne. Donc là, vous voyez, en fait, je fais une recherche sur Bing, donc l'API Bing Search, qui me permet de ramener comme ça, voilà, toute une liste de petits chats tout mignons. Et quand je clique dessus, j'aurais pu mettre un petit loading, j'étais feignant là-dessus. Voilà, et après ça m'affiche l'image en grand quand je navigue vers cette page. Donc là, ce qui est sympa, c'est qu'on voit un vue modèle avec une interface avec un petit champ de recherche. Donc il y a ce phénomène de binding avec des commandes, pour ceux qui connaissent, une petite liste et de la navigation. D'accord? Alors, je ne sais pas si je pourrais le lancer ici, peut-être qu'il est chargé avec un peu de chance. J'étais sur la 14. Il me le relance à chaque fois. Bon, bref. Dans l'idée, c'est pareil sur Android. On va pas perdre de temps. Je vais vous montrer sur iOS. Donc, le principe, ça va être encore une fois de partager un maximum de code. Je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc là, je vais mettre Qt4. Il vient me le charger. Plein de petits chats tout mignons, hop, je clique et ça affiche le détail. En termes de navigation, en termes d'affichage, en termes de contenu, du coup, j'ai à peu près la même chose. Bon, je vous avouerai, je vais faire relativement simple. Hein. En termes de code, comment ça se passe? Avec MVVM Cross, en fait, dès que vous allez le rajouter, en fait, vous pouvez le rajouter via un package Nugget ou via un petit outil qui s'appelle Ninja Coder for MVVM Cross. Voilà, vous pouvez faire Add Project, par exemple. Vous avez directement une petite pop-up qui vous dit qu'est-ce que vous voulez rajouter comme projet, donnez-moi le nom, le type de projet que vous voulez targeter, etc. etc. Il peut même rajouter des sample data ou on peut mettre un blank, etc. Ça, c'est quand on initialise le projet MVVM Cross, on va dire que c'est un petit facilitateur. On n'est pas obligé, on peut faire directement avec Nugget. Pourquoi une build habilité sur stop. Voilà.
Donc là, on est sur du Nugget classique. Hein. Donc on récupère bien MVVM Cross, vous voyez. J'en avais plusieurs. Hein. J'ai utilisé des plugins d'ailleurs. JSON plugin, settings plugin, etc., etc. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, je peux vous montrer rapidement. Hop. Je fais online. Je tape MVVM Cross. Voilà. Là, j'ai tout ça de plugins. Vous voyez. J'ai 5 pages. Pardon, 6. Alors, c'est pas forcément que ça, hein, mais globalement, il y a quand même énormément de plugins. L'avantage, c'est qu'il y a des plugins officiels, des plugins aussi qui sont supportés par d'autres personnes de la communauté, qui sont en général plutôt bien mis à jour et bien documentés. Ça, c'est sympa. En gros, vous avez le core. Le core, ici, c'est une Portable Class Library. J'ai opté pour ce choix. J'aurais pu faire un shared project. Alors, petite parenthèse tant que j'y suis, les shared projects, tout ce qui est Universal Apps, etc., sont supportés sous Xamarin. Pareil pour les Portable Class Library les plus récentes. Vous pouvez cocher Xamarin iOS, Xamarin Android et tout ce que vous voulez en Windows Phone, Store Apps, etc. Ça, il n'y a pas de souci. MVVM Cross, par contre, la migration est en cours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore tout ce qui est Windows Phone Store, si vous voulez, Windows Phone 8.1 n'est pas encore disponible pour MVVM Cross. Ça, malheureusement, on l'a pas encore. C'est du work in progress. Donc ça va falloir patienter un tout petit peu. Donc c'est pour ça que surtout que je vous montre un mode portable avec du Windows Phone 8.0 par exemple. Donc là en fait j'ai voilà, j'ai un petit projet. J'ai pour ceux qui connaissent mes petits ViewModel. Donc si on regarde par exemple le premier ViewModel, donc c'est mon search ViewModel, c'est celui qui apparaît en premier. Donc quand je vais taper ma petite recherche, je vais avoir ici un search text. Ça c'est le texte que j'ai tapé dans mon champ texte. J'ai une liste ici de résultats. D'accord. Ça, c'est un ViewModel au sens classique du terme. Hein. J'ai un petit SBUSY qui me dit quand mon interface doit afficher un état occupé. J'ai une petite commande ici qui me permet de déclencher la recherche. Une commande ici qui me permet de déclencher la navigation. Et un service aussi que j'ai implémenté. Alors, je peux vous montrer le service rapidement. Donc là, pareil. Hop. Copiez pas ma clé, s'il vous plaît. Et là, j'ai un petit HTTP client, tout ce qui est plus classique, et je requête sur l'API Bing. Là, j'ai du HTTP client, je suis en C#. J'ai une API async await. Le code est propre, je n'ai pas de souci particulier. J'ai du JSON.NET. Donc, j'utilise vraiment toute la puissance de C# et toutes les librairies que j'ai l'habitude d'utiliser. Là, je suis plutôt bien. Ici, j'ai l'injection de dépendance, on verra un peu plus tard. Dans le constructeur, en fait, je lui dis je veux du eBing service. Donc, par injection, il va me fournir la correspondance pour cette interface, l'implémentation, que j'aurai préalablement configurée. Là, c'est grisé parce que c'est pas utilisé. Tac, tac. Alors, j'ai en fait une méthode ici qui est grisée. Je vais mettre juste. Voilà. Non. Je vais mettre juste un petit peu de code pour qu'il ne grise pas. Merci à Sharper. Ici, en fait, j'ai une méthode de start qui représente en gros le unnavigated to, c'est-à-dire la création, grosso modo, du ViewModel, la création de la page. Donc ça, c'est sympa, c'est-à-dire que j'ai une petite entrée pour ce genre de situation. Et là, j'ai ma petite recherche quand je clique sur mon bouton rechercher, qui déclenche la commande, qui lui-même déclenche une action, qui est celle-ci. Hein. Encore une fois, j'ai juste un try catch, si ça ne se passe pas bien, j'affiche une pop-up d'alerte. Ça, c'est via un plugin en fait, qui permet d'abstraire. C'est-à-dire que ce sera une message box sur Windows Phone, ce sera du UI alert sur iOS, etc., etc. Ça, c'est pas mal. Et show detail, alors c'est là où c'est intéressant, c'est quand je clique sur un élément de la liste, je vais naviguer. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'ici, j'hérite de MVX ViewModel. Donc tout ce qui est préfixé par MVX, c'est du MVVM Cross. Et là, en fait, dans cette classe, j'ai accès à une méthode qui s'appelle showViewModel, qui permet de faire de la navigation via les ViewModels. Il y a énormément de choses qui se passent sous le capot. Il y a beaucoup de réflexions dans MVVM Cross. Par défaut, c'est comme ça. On peut, si on veut plus de performance, on peut désactiver. On peut faire les mappings à la main. Là, ce qui se passe concrètement, c'est que le fait d'avoir déclaré un search ViewModel fait que, dans chaque projet, MVVM Cross va chercher à chaque fois des views correspondantes qui seront en search view dans le nom. Donc, c'est une nomenclature. Et du coup, par défaut, en fait, quand je dis show ViewModel, quand je dis affiche-moi la page en fait, details ViewModel, intrinsèquement, ce qui va me charger, c'est la details view en passant en paramètres des petits arguments. Donc, si je vais sur ma details view, là, c'était surtout pour montrer le scénario en fait, de navigation. Donc là, j'ai juste, pareil, c'est de la réflexion, juste à déclarer une méthode init qui prend un argument, la classe que je passe pour la navigation. Et là, automatiquement, il va passer dedans quand il va naviguer. Donc là, en l'occurrence, il va récupérer une petite classe que j'avais sérialisée. Il va l'alimenter pour après afficher l'image sur laquelle j'ai cliqué.
Là, j'ai mon current result qui représente vraiment le résultat que je veux afficher sur la page de détail. Bon, je passe rapidement. Dans l'idée, on voit à peu près ça. Ça va là-dessus? Alors, l'autre précepte, c'est pareil, c'est un composant qui va être partagé, c'est le MVX application qui le porte. C'est une méthode d'initialize qui permet d'initialiser mon conteneur IEC, mon conteneur d'inversion de contrôle. Là, en gros, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, pareil, c'est de la réflexion, il va me chercher tous les types qui sont instanciables, qui se finissent dont le nom termine par service. Et en fait, il va leur dire, bah, tiens, toi, dans mon conteneur, tu vas correspondre à chaque fois à ton implémentation. Donc, ce que ça dit, hein, grosso modo, quand ça va passer dans le Bing Service. Donc, lui, c'est bien Bing Service qui implémente eBing Service. Donc, en fait, avec la petite ligne que j'ai là, sans avoir à déclarer implicitement dans mon conteneur IEC, donne-moi la correspondance entre eBing Service, donne Bing Service. Là, il fait automatiquement via réflexion. Ça, c'est plutôt pas mal. Faut juste faire attention en fait à ce qu'on n'ait pas plusieurs classes qui implémentent la même interface, etc. etc. Donc là, je lui dis juste, bah, du coup, j'ai bien eBing Service qui correspond à Bing Service, et je lui dis en plus, enregistre-moi sous forme de singleton. Lazy singleton, encore mieux. C'est-à-dire qu'en fait, il sera instancié que la première fois où je le demanderai. Ouais. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'ici, j'ai un dossier mock où j'ai tous mes services qui sont moqués. Donc moi, j'ai déterminé comme nomenclature que j'allais mettre mock à la fin. C'est plus simple après pour les parser. Et en fait, si je fais juste ici, hop, hop, donc j'ai commenté juste la ligne ending with service. Je prends que les mocks. Du coup, j'ai bien la correspondance. En fait, je vais mettre tous mes bouchons. Je vais activer tous mes mocks via mon conteneur IOC. Ça, c'est un petit raccourci sympa. On peut le faire à la main, je vous disais. Hein. On peut le faire sur cette syntaxe-là. C'est-à-dire que si je ne veux pas passer par la syntaxe préalable pour faire de la réflexion, ce qui est un peu coûteux, je peux très bien le déclarer à la main en disant bah, lazy construct un register singleton. C'est assez explicite. Hein. C'est dès que tu me demandes du Bing Service, je te donne du Bing Service et je te renvoie à chaque fois à la même instance, un singleton. OK. Un autre point de configuration, c'est juste lui dire sur quelle vue modèle on va booter. Voilà, c'est pareil, c'est register app start. Je dis juste en fait sur quelle vue modèle je vais pouvoir démarrer. Ça, c'est vraiment la partie core, c'est la partie commune, celle que je vais partager dans chacun de mes projets. Alors, je vais juste vous montrer très rapidement encore une fois. Tac, setup. Ça, c'est mon setup en fait. Que je vais avoir dans chaque projet. Vous voyez, c'est à peu près à chaque fois la même chose, sauf si j'ai des choses spécifiques sur chaque projet, sur chaque plateforme. Vous voyez là, iOS et Android. Tac. Voilà. À chaque fois, il renvoie bien le core app. J'ai un petit debug trace pour avoir dans la console des bugs si je le souhaite, etc., etc. Et là où c'est intéressant, donc vous vous souvenez, hein, dans les vues, en fait, j'ai mes layouts qui sont déclarés ici. Donc juste, tac. Si je charge en fait l'activité de détail, vous voyez ici, je lui dis juste, affiche-moi la page détail. Rien d'autre. Alors comment je lui dis, ah ok, affiche-moi l'image que je viens de recevoir parce que tu as navigué, que j'ai reçu un argument et que maintenant il faut afficher l'image correspondante. Non. Là, je suis dans un équivalent de code behind de la vue. Mais à aucun moment, je lui dis, bah, affiche-moi des données. Si je vais dans le search, pareil. C'est la première page qui s'affiche, hein, je rappelle. Ici, là, il y a quand même une interface un peu costaud, il faut le brancher avec le ViewModel quelque part. Là, dans le code, j'ai rien. J'ai absolument rien. Un petit point de détail, hein, je vous disais que MVVM Cross marchait énormément par réflexion. Ici, on peut très bien le dire explicitement. Ici, je peux lui dire, toi, je veux que tu sois lié au Search ViewModel. Là, en fait, il le fait de manière implicite. Le fait d'avoir Search Activity fait qu'il va aller chercher le Search ViewModel. Encore une fois, c'est une nomenclature. C'est relativement implicite, c'est relativement simple. Mais on peut quand même faire une petite infraction en mettant en dur. Donc bah, la question c'est comment fonctionne l'interface, comment j'affiche mes données. En fait c'est tout bête. Hop, c'est le code que je vais vous montrer. Là j'ai mon code XML qui est relativement lisible. Et en fait j'ai un champ ici qui me permet de faire du binding. Donc, pour ceux qui connaissent le binding, là c'est par défaut du mode two-way. Et là je suis en train de lui dire bah, bind-moi la propriété texte de l'id text sur la propriété search text de mon ViewModel. Donc à chaque fois que je mets à jour ce champ texte, il met à jour la propriété search text de mon ViewModel. Et inversement, si je mets à jour mon search text dans mon ViewModel, ça met à jour l'interface. Et à quel moment j'ai à dire je ne vais même pas nommer, mais myEditText.text égale ViewModel.searchText ou inversement. Ça c'est toute la puissance du binding finalement, tel qu'on le connaît.
Alors notez, en fait, juste pour que ce soit accessible, il faut juste rajouter cette petite ligne. En fait, c'est un petit namespace qui donne accès justement au binding. Donc ça, c'est hérité de MVVM Cross. Et dans les values, en fait, on a aussi un petit attribut ici qui est rajouté. Ça, c'est rajouté automatiquement en fait quand vous rajoutez un package nugget MVVM Cross. Le seul truc qu'il faut penser à faire, en fait, c'est rajouter cette petite ligne pour y accéder dans le layout, dans la vue. Bon, je vous le fais en rapide, hein, mais ici, vous avez l'équivalent, cette fois-ci, sur un événement, et non pas une propriété du contrôle graphique. Donc là, je dis, quand je clique sur le bouton, déclenche-moi la search command. Et enfin, alors ouais, on a aussi effectivement un binding ici qui se fait sur la propriété visibility, et on a un converteur même. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais en gros, vous avez de la conversion de données, puisqu'en fait, la propriété ici, visibility, c'est un enum sur Android. Ce n'est pas un booléen. Or, dans mon VueModel, j'ai un booléen. Donc il faut retranscrire le booléen dans l'enum qui correspond. Et enfin, là où c'est intéressant, sur la list view, en fait, on voit ici que c'est une list view qui provient de MVVM Cross, qui facilite la vie et qui permet justement d'accéder à ce binding. Donc je peux donner ici un item template, comme on pourrait le voir sur Windows Phone pour ceux qui en ont déjà fait. Et ici le binding, pareil. Que là en fait j'ai des points virgules, donc je peux mettre plusieurs bindings dans la propriété. C'est là où c'est intéressant. Donc je dis l'item source de ma liste, ça va être results. Et quand je vais cliquer sur un élément, déclenche-moi la commande correspondante. Ouais. Donc ça c'est pour Android. Vous voyez là j'ai vraiment tout dans l'interface. J'ai très peu de code, voire pas du tout, côté activity. Là je suis comme un Windows Phone, comme un Windows 8, comme un Xamarin. Côté iOS, alors c'est juste un peu différent dans la mesure où j'ai décidé d'écrire l'interface directement dans le code. J'aurais pu passer par une storyboard ou un Xib ou autre. Là, c'était plus pour pouvoir travailler en fait depuis Visual Studio. Comme on n'a pas de designer depuis Visual Studio, on est obligé de le faire dans le code directement. Donc en fait, si vous faites abstraction de tout ça, je peux même le supprimer, tiens. Hop. Si on fait abstraction de toute cette première partie qui décrit l'interface, qui trouverait un équivalent dans un fichier Xib, dans un fichier storyboard que j'aurais fait dans un designer, en fait, la seule partie qu'on va écrire, en théorie, c'est celle-là. Et c'est ça qui définit finalement mes bindings. Donc je crée juste un petit binding set et je vais lister à chaque fois. Alors malheureusement, sur iOS, il n'y a pas de... Enfin, c'est du XML si vous voulez qui est généré derrière comme format d'interface graphique, mais c'est pas du tout lisible. Il ne faut surtout pas l'éditer, sous peine de plus jamais pouvoir le modifier dans un designer. Du coup, on est obligé de le faire dans le code, le binding. Donc là, en fait, j'ai accès à mes différentes propriétés. Et à chaque fois, je vais binder finalement. Ici, je vais dire, tiens, bind-moi une source de données sur une liste de résultats. Ici, bind-moi un text field directement sur mon search text. En fait, par défaut, il sait que comme c'est un text field, si je ne spécifie pas sur quelle propriété je veux binder, par défaut, ça va être la propriété texte. Si par contre, toutefois, je veux le spécifier, je peux très bien, comme ici. Là, je dis, j'ai un busy indicator. Je veux binder sur la propriété visibility, sur mon ViewModel isBusy, avec un converteur, ici visibility. C'est assez fluent dans l'API. C'est assez moderne, c'est assez sympa, c'est assez lisible en général. Etc. etc. Voilà comment ça se passe sous iOS. Côté détail, bon, c'est un peu la même chose, hein, je passe les détails. Qu'est-ce que je vais montrer? Oui. Tac, tac. Putain, très très rapide. Je suis désolé, je dépasse un peu. Je vous montre juste en fait. Là, j'ai double-cliqué en fait sur un fichier d'interface graphique. Donc, je suis sur Mac, Xamarin Studio. Donc là, j'ai juste cliqué sur le Xib qui décrit, vous savez, les petites cases qu'il y a dans ma liste. On a vu les chats avec le petit libellé. En fait, quand je double-clique sur ce Xib, ça me lance Xcode ici. Donc là, il y a un pont qui se fait entre mon Xamarin Studio et mon Xcode. En fait, là-dedans, ce que je dois faire pour accéder à ces libellés, à ces propriétés, alors, je vais en rajouter un, tiens, pour l'exemple. Moi, j'ai la liste en fait de toutes les propriétés, donc j'ai juste à faire du glisser-déposer. Tac. Voilà, bon, peu importe. C'est tout pour montrer. En fait, pour lier pour lier ce libellé pour y accéder depuis le code. Voilà. Ça marche toujours pas, ça. En fait, il faut faire un lien comme ça. Vous avez peut-être déjà vu. Alors, si je ne suis pas dans le mot fichier, ça va pas marcher. Pardon. Normalement, c'est CTRL-clic, mais je ne sais pas pourquoi dans la VM, ça ne marche pas très bien. Enfin, dans la VM, dans le bureau à distance. Donc là, vous voyez, en fait, je rajoute ce qui s'appelle les outlets. Grosso modo, c'est une référence vers un contrôle graphique, pour résumer.
Donc là, en fait, je le rajoute dans mon point H. Tac, je lui donne un petit nom, mon label. C'est écrit en très très petit, hein, je suis désolé. Je fais connect, d'accord, sauvegarde. En fait, j'ai juste à quitter ensuite Xcode. Et non, on l'a pas vu, dommage. Et normalement, en fait, si voilà, synchronizing changes with. Ah, c'est passé très vite. Hein. Il y a juste une option ici, sync with Xcode. Donc lui, il détecte automatiquement quand on quitte Xcode, il fait la synchronisation. Si toutefois, ça ne s'est pas fait, ça peut arriver pour une raison X ou Y, parce que vous avez peut-être oublié de sauvegarder ou des choses comme ça, pas de modification de fichier. Il faut cliquer ici dans Tool sur sync with Xcode. Et c'est ce qui génère en fait derrière le petit designer là-dedans qui fait le lien. Comment on zoome ? Oui. Qui fait le lien ici, vous voyez mon label qui vient d'être créé avec le tag outlet. Donc ça c'est du designer, hein, c'est-à-dire que c'est généré automatiquement. J'avais fait pareil pour mon image, pour ma propriété texte. Donc juste pour montrer en fait il y a un monde entre, il y a une passerelle quand même qui se crée entre Xcode potentiellement et mon projet Xamarin. Hop hop hop, je reviens sur les slides. Est-ce que ça marche? Oui. Alors je vais vous résumer ça. Dans les ressources à connaître, il y a un Getting Started qui permet de produire de l'application très rapidement, juste pour voir un petit peu comment manipuler toutes ces pièces-là. Android, iOS, vous pouvez développer une application en 10 minutes, un petit sample, un petit Hello World. La doc.xamarin.com, donc indispensable. Hein. Dès que vous démarrez, c'est là où vous allez mettre le nez la plupart du temps. Il y a un GitHub pour Xamarin avec tout plein de samples, pareil pour s'inspirer, c'est sympa. Et MVVM Cross avec une quarantaine de webcasts par le créateur sur YouTube, qui sont assez didacticiels, qui sont assez sympathiques pour apprendre à manipuler la bête. J'insiste sur MVVM Cross. Personnellement, je ne pars jamais sur un projet Xamarin sans MVVM Cross. Ça permet de masquer et d'unifier un peu mieux les API et de faire du cross-platform de manière plus efficace. C'est limite plus simple en fait de démarrer sur du MVVM Cross que sur du Xamarin from scratch. Sur une seule plateforme, peut-être pas. C'est pas forcément le but. Encore qu'aussi quand même, parce que ça permet d'accélérer pas mal de choses avec les bindings, avec des choses qui sont assez familières. Il est considéré comme négligeable. Après, il ne faut pas en abuser. C'est comme partout. Hein. C'est comme sur Windows Phone ou Windows 8. Ouais. Personnellement, je les déclare à la main. Mais c'est une préférence. Le creatable type, ce qu'on a vu au début, qui fait de la réflexion pour déterminer telle interface, je l'assigne à telle classe concrète. Personnellement, je le fais à la main. Ça va. Après, tout ce qui est pareil, tout ce qui est vue modèle, vu que ça se fait finalement qu'une seule fois, en fait, il parcourt la solution aux startups. Donc, peut-être un petit peu d'attente au démarrage. Mais après, le reste de l'application, ça se voit pas. Il n'y a pas de différence. J'ai pas vu de latence particulière. Après, j'ai pas fait de benchmark pour comparer les deux, avec et sans. Après, c'est toujours pareil, c'est un parti pris. Est-ce que je veux accélérer les développements et avoir plus de code mutualisé, ou est-ce que je vais essayer de faire plus performant encore en faisant carrément plus proche du natif, sans surcouche, sans rien. Comme j'ai montré, après, si vraiment on veut éviter cette réflexion, on peut. En tous les cas, on peut. C'est juste un petit peu de tag, un petit peu de travail supplémentaire. Après, c'est assez négligeable, et clairement, on peut faire ça aussi. De temps en temps, de toute façon, on est obligé de mettre des attributs pour donner la correspondance entre une vue et un vue modèle, parce qu'on veut les appeler différemment, parce que c'est toujours une raison. Mais non, globalement, personnellement, j'ai pas vu de coût particulier. Globalement, tous ceux qui l'utilisent, en tout cas les retours d'expérience disent que ça tourne plutôt bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. À voir après sur peut-être des projets un peu plus demandeurs en performance. Tech. Alors oui, je voulais rentrer dans la conclusion aussi un peu plus dans le partenariat avec Microsoft, qui est assez important. Donc, qui a été annoncé en novembre dernier, en 2013, une petite citation sur la Sega. Le partenariat, c'est surtout un axe d'intégration encore plus poussé dans Visual Studio, des portes encore plus ouvertes par Microsoft pour Xamarin. C'est des prix un peu plus modérés pour les abonnés MSDN, on a vu, et surtout accélérer les développements, notamment avec l'accès à la PCL, avec des petits presets comme ça. Tout ce qui est Shared Project, pareil, ça a été intégré assez rapidement avec Xamarin, prochainement avec MVVM Cross. Donc il y a quand même des moyens qui sont mis en œuvre, il y a un partenariat qui est fort et qui est surtout qui met en confiance pour l'avenir. Si on se disait que Xamarin est tout seul dans son coin, sans support de Microsoft, on pourrait dire bon, est-ce que ça va durer
Là, du coup, on a quand même un acteur majeur qui suit derrière. Et petite parenthèse, il y a une intervention du coup de Miguel de Icaza dont je parlais de Xamarin à la Build 2014 en pleine keynote, en pleine plénière. Ça, plutôt, ça impose pas mal déjà, ça donne un petit peu l'envergure en tout cas du partenariat. Et Miguel a également eu une session pendant la Build qui était une des plus vues. En fait, ils ont repris la grande salle de la plénière pour faire cette session, alors que c'était préalablement prévu dans une petite salle, une moins grande salle. Donc, je ne sais pas combien fait en capacité la salle, mais je pense que c'est facilement 5000 personnes. Facilement. Je ne dirais pas qu'elle a été complètement remplie, mais en tout cas, c'est une des sessions qui a le plus attiré, qui attire le plus de monde. En conclusion, donc Xamarin, j'insiste, ça permet de faire des applications natives. Donc c'est un compromis. C'est au-dessus des applications natives, c'est au-delà. On a pu apprendre Objective-C et Java, on peut continuer à développer, à partager du code, surtout en C#, pour avoir accès à des performances et du look and feel très très proches, voire similaires à des applications natives. On a le choix des armes entre Visual Studio et Xamarin Studio en fonction de nos préférences, en fonction de la licence aussi qu'on va acheter. On peut partager du code, donc on a vu, il faut quand même mettre des préceptes derrière d'architecture assez poussés, donc il faut connaître un minimum de quoi on parle. Même Cross, pareil, ça ne s'adresse pas à tout le monde, c'est surtout pour ceux qui viennent du mode .NET, Xamarin en particulier, qui ont l'habitude de travailler là-dessus. Communauté qui est grandissante, depuis l'annonce du partenariat, on entend de plus en plus parler de Xamarin, clairement. En tout cas, on voit un intérêt qui est conséquent. C'est qu'à voir, comment ça s'appelle, on peut voir les tendances sur Google, typiquement, avec la recherche des mots-clés. Vous voyez que Xamarin est en train de grimper depuis ces dernières années, avec une communauté de plus de 600 000 développeurs. Oui, mais, parce que malheureusement, rien n'est parfait en ce bas monde. Ça se fait aussi au détriment de quelques petites choses. Je vous les montrer. Il faut quand même des bonnes connaissances en architecture pour mutualiser au maximum. En l'occurrence, il faut connaître un minimum MVVM, tout ce qui est version de contrôle. Ce n'est pas des préceptes nouveaux, c'est commun en architecture d'application. Après, voilà, il faut les compétences derrière pour maintenir, pour connaître un petit peu ces notions-là. J'ai encore parlé de la bête. Il faut connaître les paradigmes de chaque plateforme. Donc ça, c'est quelque chose qui rentre un petit peu dans le coup. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les activities sur Android, il faut comprendre les UI View Controller, les Navigation Controller, un petit peu les préceptes derrière iOS. C'est pas insurmontable, loin de là. Après, voilà, dès qu'on veut rentrer un peu plus dans le détail, il faut connaître dans les détails chaque OS. Donc on a besoin, malheureusement, d'un Mac pour développer sur iOS. Ça, en même temps, c'est une constante. Quoi qu'on fasse, dès qu'on veut délivrer un package pour iOS, il faudra un Mac sous la main. Les packages sont un peu plus lourds, parce qu'on embarque, comme je vous disais, tous les runtime mono, forcément des petits DLL supplémentaires. Donc avec le linking, c'est optimisé, mais il faut compter 1 méga et demi de mémoire pour le runtime mono. En moyenne, on est à plus 2-3 mégas. Ça reste relativement raisonnable en général. Le coût de la licence n'est pas au goût de tout le monde. Enfin, encore une fois, ça mettra un rapport avec le gain derrière, évidemment. Et le petit effet boîte noire, comme je vous disais avec le garbage collector, typiquement, il faut faire un petit peu attention, il peut se passer des choses sous le capot. Il ne faut pas hésiter à être curieux et un petit peu lever toutes les inconnues qu'on pourrait avoir par rapport à l'utilisation. Si on l'utilise de manière très simple, il n'y a aucun souci, l'effet boîte noire ne se fera pas ressentir. Dès qu'on rentre un peu plus dans le détail, on peut avoir des petites surprises de temps à autre. Mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est un peu l'effet de toutes les solutions, qu'on soit natif ou pas finalement.